Voilà, mais je vais pas trop tarder plus que ça puisqu'on a un peu de retard, même si on est à la cool, mais on a tous une vie aussi. Aujourd'hui, je suis donc accompagné de deux intervenants vraiment vraiment cool que j'aime beaucoup. Célia, rédactrice en chef de cinémacoréen.fr et du festival du film de cinéma coréen, je pense qu'il s'appelle comme ça, Célia. Euh, En fait, moi, je fais juste la promotion du festival, mais je ne suis pas du tout à la programmation, par exemple. Tu fais pas la programmation du festival? Mais ça n'a Non. aucun sens. Tu connais tout. Ça n'a aucun sens. Bah, t'as présenté des séances quand même, t'es super, mais t'es là H24 quand c'est ce moment-là. Tout à Donc ouais, non, bah voilà, donc faut pas être trop. Non, non, je suis sûr que t'es beaucoup plus importante que ça sur ce festival. Surtout vu le travail que tu fais à l'année là-dessus, qui est absolument dingue. Vous pouvez suivre Célia sur son Twitter, elle est extrêmement présente. Elle travaille ces sujets, elle présente plein de trucs, elle parle de plein de choses vraiment sur le cinéma coréen et sur la production coréenne en général d'ailleurs. Et avec moi, donc nous avons l'incroyable Raphaël Colson, donc qui découvre parfois redécouvre la technologie. Euh, c'est normal que ce soit très Oui, sombre. oui. Non. Ah, il y a une petite question, chaque match. Oui, c'est normal que ce soit très sombre parce je pense qu'on est tous dans des trucs très très sombres actuellement. Même moi, j'ai mis juste une petite lumière derrière moi. Célia, généralement, elle est un peu éclairée comme ça. Et Raphaël, c'est un peu comme ça vient. Je- Oui, je- je- heureusement, je- vous êtes avec moi sous mon lit, c'est un lit mezzanine, donc ça me rend. Pareil, j'ai vraiment une petite lumière Ouais. au fond et c'est flou derrière moi, mais c'est complètement volontaire. Donc ouais, on va pas. Vous êtes pas là pour admirer, on va dire, nos tendres visages, mais plutôt pour écouter nos doux discours, on va dire. On en va plutôt là-dessus. Là, j'ai pas envie qu'on me voit, en plus j'ai vraiment une sale tête en ce moment, donc je ne veux pas qu'on me voit trop. Je veux bien qu'on me devine. Raphaël, donc tu es plein de choses, hein. Tu es essayiste, tu es aussi directeur artistique avec Anne des Intergalactiques, notre festival du coup. Tu fais l'atlas du post-apocalyptique qui recense 250 années d'histoire de manière iconographique, mais aussi beaucoup de données sur le genre post-apo, qui devait être un livre, mais qui est devenu une expo, disponible sur le site du festival, mais qui est un peu remis au goût du jour, notamment pour qu'elle soit bien mise en avant. Ça, c'est un petit travail que je dois faire Bah là, tu vois. sûrement pendant les vacances de Noël, vu comme c'est parti. Et aussi l'exposition du festival iconographique, qui est donc une grande exposition, avec combien de planches, tu me disais tout à l'heure au téléphone? Pour laquelle? Pour la prochaine. Eh ben, il y en a deux pour le Oui, 10e c'est anniversaire. vrai qu'il y en a deux, ouais. Et en fait, là, je viens de finir de préparer la deuxième expo et j'ai à peu près 250 références. C'est ça. Donc fois 2, donc je dois avoir chopé à peu près 500 images pour l'exposition qui sera sur le sujet la science-fiction comme objet de provocation. Et ça va être très bien. Et on aura même Bon, voilà. une petite salle, une petite avant-première pour les quelques personnes qui sont là pour la programmation 2022. Mais nous aurons une salle interdite aux moins de 16 ans. Voilà, qui sera un peu Oui, plus c'est cette trash, quoi. fameuse exposition. Et voilà, voilà, Voilà. qui sera un peu trash. Et puis il y en aura une autre mainstream, ouverte à tout le public, qui sera sur le cyberpunk et sur le rétrofuturisme. Et ben, Voilà. ça s'annonce extrêmement bien. Où je reprends un peu mes esprits parce que toute la technique d'avant, j'étais vraiment en PLS. Mais bon, donc je suis content parce que donc maintenant tous les mardis, j'ai relancé ce concept. La semaine dernière, on parlait de Doctor Who et je suis content de pouvoir relancer le concept réponse compliquée à une question simple. Et ça faisait quelques temps, j'en ai déjà parlé un peu avec Célia sur Twitter à propos de Squid Game. Raphaël et toi et moi, on se croise beaucoup, donc on a qu'à me discuter en buvant des coups autour de réunions. Oui. Moi, juste pour vous dire comment j'ai découvert la série, comme beaucoup de monde en fait, c'était un peu quand elle est sortie. Pourtant, je regarde presque plus ou moins jamais Netflix, mais à ce moment-là, j'ai vraiment dit chercher un programme. Et celui-là, je l'ai zappé plein de fois, enfin deux, trois fois en mode ouais, je m'en fous un peu. Et puis je l'ai lancé en me disant ah, les petits programmes coréens que personne ne connaît, je vais me mettre ça. Et puis j'ai pas mal accroché. Complètement. Et puis j'en suis sorti assez content, un peu déçu par la fin, etc. Mais ça allait. Tout en me disant que, eh ben, on avait un objet de divertissement en tout cas assez intéressant et qui faisait bien son taf. Voilà. Sauf que d'un coup, il s'est passé un truc, ça a été la mode Squid Game. Alors là, c'était derrière ça, genre une semaine après ou 2 semaines après, tout le monde ne parlait que de ça, enfin, dans cette thématique. Et en fait, c'est devenu un phénomène culturel de masse, tout simplement. Netflix, je sais pas si s'y attendait ou pas, a fait What the fuck ou a fait ah bah c'est ce qui était un peu prévu, mais vraiment c'était ce qui me semblait être moi ma vision c'est ça a changé
complètement sur la série, mais vraiment changé du moment où j'ai eu l'impression d'avoir une petite série coréenne que personne ne connaissait à un événement culturel un peu planétaire. Et ben vraiment ma vision de la série a complètement changé, où je l'aimais bien, je la trouvais sympa, et d'un coup je l'aime vraiment beaucoup moins, notamment parce qu'on va en discuter. Il y a quelques récupérations inévitables dues à notre cher air du temps en cours qui amène un peu à ça. Bref, en discutant avec toi Raphaël, en discutant avec notre Anne Canoville préférée, aussi directrice artistique et chargée de programmation littéraire, la question est venue, on a créé cette question simple, Squid Game, modèle de management néolibéral, d'interrogation, pardon. Mais juste avant d'attaquer, tu as fait un petit plan, Raph, que j'ai déjà partagé à Célia. J'aimerais bien que Célia, tu nous fasses quand même une petite intro sur comment se situe vraiment dans le paysage de production audiovisuelle la série. Alors, déjà, j'espère que les personnes qui sont connectées avec nous ont vu au moins la série pour pas qu'on divulgage ou Ça a qu'il y ait spoilé, des ouais. petits effets dans notre conversation qui puissent les refroidir. Mais signalez-vous dans le chat à ce moment-là, si vous avez peur des spoilers, je ferai attention. Alors, Mais tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. moi, j'ai failli ne pas la voir, hein. Oui, Je j'étais vais vous étonné, demander, hein. J'étais je étonné vais quand vous je t'ai demander demandé, je fais ah tu l'as vu, je suis mais c'est le gars a dû l'avoir en avant-première cette série, puis il m'a fait non, pas du tout, puis j'ai autre chose à faire. Non, en fait, oui, j'ai attendu en fait la mi-octobre pour pouvoir la voir parce que de toute façon, comme les salles ont rouvert, eh ben, j'étais au cinéma et pour moi, le plus important, c'est d'être dans une salle de cinéma que devant mon écran à la maison. Mais voilà, je l'ai découvert sur le tard avec effectivement cet effet de vraiment must-seen, absolument la. Et donc je m'étais dit: «Pourquoi pas?» et donc l'un de mes meilleurs amis, je lui ai demandé ses codes et j'ai regardé avec ses codes. Puisque je n'ai pas envie, en fait, de regarder des productions Netflix, d'un point de vue personnel, parce que 99 du catalogue de production maison, c'est souvent, en fait, du fast-food en termes de contenu audiovisuel et c'est surtout que j'ai déjà travaillé pour eux il y a quelques années, en fait, à leur tout début, quand ils étaient encore en fait en France, et on faisait leur achat de campagne média. Et à l'époque, il y avait quelques petites séries qui cartonnaient à gauche, à droite. On était en concurrence avec Game of Thrones, c'était vraiment la grosse compétition, et donc on avait des gros investissements publicitaires. Donc Netflix a réussi en fait à s'imposer. Et il faut en fait corréler ça avec aussi le dynamisme de la Corée du Sud. Je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus tard. On appelle la Hallyu, donc la vague coréenne. Netflix reproduit en fait un petit peu le même schéma qui est on va essayer de trouver des partenaires ou des territoires dans lesquels s'installer, acheter en fait des programmes, des productions originales, ou on va acheter tout simplement des catalogues déjà faits, pas bien chers, et ça va nous faire notre longue traîne de catalogues. Donc on va dire que leur modèle économique, c'est une bonne partie sur des productions originales, ils financent tout de A à Z. Et ils espèrent par le biais de leur abonnement, que vous soyez en basse définition ou définition, essayer de faire un retour sur investissement. Et tout le reste, c'est de l'acquisition de catalogues à gauche à droite, selon la culture en fait territoriale de l'abonné. Et donc c'est ce pourquoi, si vous vous intéressez en l'occurrence au catalogue coréen qu'il y a sur Netflix côté France, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Donc moi j'ai regardé, on va dire une fois par an, comment ça se comportait en termes d'achat. Donc il y a de toute façon des incontournables du cinéma coréen qui sont des succès, mais on va dire 80% du reste du catalogue, ce sont des petits dramas qui payent pas de mine ou des séries de pas vraiment de grande valeur, mais en fait ça étoffe le catalogue. Et on appelle ça la longue traîne, c'est-à-dire avoir le plus de quantité possible pour proposer en fait une diversité, une richesse, pour faire croire à l'abonné qu'il a un catalogue de dingue. Et peu importe en fait la qualité du programme derrière. En revanche, ce qui s'est passé ces dernières années entre la Corée et Netflix, il y a eu des accords en fait qui ont été passés, et notamment la personne qui a lancé Squid Game, donc c'est Madame Kim. Avant, elle a été un peu partout dans l'Asie du Sud-Est.
Elle a été vice-présidente des contenus dans certains territoires. Elle a même travaillé en France. Et quand elle est revenue s'installer en Asie, en l'occurrence en Corée, Squid Game a été en fait un de ses premiers projets de très très grande envergure. Et on venait en fait de vivre le phénomène, peut-être que vous avez vu la série Kingdom. Donc une série d'horreur fantastique, épouvante, avec des vampires au moment de la dynastie Joseon. Donc, c'est une sorte de Moyen Âge. Et donc de mémoire, on a 2 saisons. Et Oui. c'était il y a 2 ans aussi, parce que je suis pas très bonne en date. Le temps passe très très vite, donc je vais pas un fil. Surtout avec la crise sanitaire, là, je suis complètement embrouillée dans les dates, mais il y a eu un phénomène autour de Kingdom. Donc, ça a vraiment mis le feu des projecteurs sur ce territoire spécifique qui commençait déjà à être bien connu pour sa cinématographie de toute façon. Et vous n'avez pas manqué les fameux scandales dits Netflix avec Bong Joon-ho quand il a fait Okja. Je fais vraiment un résumé très très court. Bong Joon-ho est un réalisateur. C'est pas du tout un avocat, donc il lit pas les contrats avec les petites notes en bas de page, etc. Il lui fallait 60 millions de dollars. Il ne trouvait aucun investisseur malgré son prestige et sa qualité de réalisateur. Et la seule personne qui a été capable de mettre le budget sur la table, c'était Netflix. Ils ont négocié puisque en fait, Bong Joon-ho voulait une tournée en pellicule et Netflix a voulu imposer en fait la caméra digitale. Donc avec son chef-op, Darius Khondji, ils ont essayé de aller dans le sens de Netflix en disant: «OK, on comprend la logique de coût parce que la pellicule est beaucoup trop chère. Donc on va essayer de trouver des caméras digitales, mais ça sera les caméras que nous allons choisir pour Okja». Ils ont choisi les meilleures sur le marché, en l'occurrence c'était, Arri, et ils ont pu faire ce qu'ils voulaient à peu près comme ils voulaient pour le film Okja. Et Bong Joon-ho s'est dit: «C'est super, j'ai réussi à tourner mon film, je vais pouvoir le projeter un peu partout». Et bah, là, vous avez eu connaissance du scandale, c'est que quand on est sélectionné dans certains festivals, l'obligation, c'est d'après distribuer dans des salles physiques le film en question. Or, les seuls rares territoires à être autorisés à projeter en physique, Okja, bah, c'était surtout la Corée du Sud. Mais en France, avec notre chronologie des médias, c'était pas du tout possible. Et donc, ça a fait un très, très gros scandale parce que ça a été aussi l'année où toutes les plateformes, et pas que Netflix, il y a eu Amazon et d'autres, qui ont été sélectionnées en fait dans des festivals prestigieux comme Cannes et qui n'avaient pas du tout envie de mettre des moyens financiers dans de la projection de salle. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que ces films soient sur leur plateforme et c'est tout. Et bah, voilà, ça fait maintenant 5 ans qu'on est avec cette problématique qui commence un petit peu à se peaufiner, à se dire: «Il y a des spectateurs qui demandent ce style de film dans des salles physiques, il faut que les plateformes fassent des efforts». Et donc le dernier scandale en date, Netflix est devenu un partenaire assez important de la Cinémathèque française et a approché plein de salles RSC en France, donc là je me concentre sur le territoire national, et a voulu faire un festival Netflix dans des salles RSC. Et ça a été, mais vraiment un tollé il y a à peu près 2 semaines, où les exploitants, étaient furieux en disant: «Mais il est hors de question que Netflix prenne de la place. On a déjà trop de films à sortir, les distributeurs ne s'en sortent pas. En plus avec la crise sanitaire, il y a plein de films qui attendent sur les étagères. On va pas mettre des films Netflix sur des écrans». Mmh. Bah, là, c'est ce qui se passe, c'est que, bah, il y a un festival Netflix, Cinémathèque, et il y a autant des spectateurs de la Cinémathèque ou des spectateurs tout court qui râlent, que des exploitants d'autres qui râlent aussi parce qu'ils se disent: «Netflix maintenant est partout». Donc qu'en est-il du modèle du cinéma, de l'industrie cinéma, on va dire classique, traditionnelle? Donc ça, c'est la grosse question qu'on se pose, en ce moment. C'est vrai que Netflix, bah, pareil, il appâte en disant: «Je vous donne des sous, je finance la restauration de tel film, et cetera, et en contrepartie, et ben, vous faites des événements qui, sont là pour promouvoir, plébisciter notre marque». Et même si c'est en négatif, même si on dit du mal de Netflix, on parle de Netflix. Et en fait, c'est ce qu'ils cherchent aussi.
Et dans les côtés très négatifs, c'est que nous, on a bossé que 2 ans pour les campagnes digitales des programmes de Netflix il y a 7-8 ans. Donc c'était tout le début. Puis en fait, ils ont fermé le bureau à Paris parce que c'était pas du tout rentable. Et pareil, pour rejoindre la question de ce soir, sur le modèle économique et le management, c'est ils ouvrent des bureaux locaux dans les pays, on va dire, porteurs en termes de business. Comme ils voient que la France, c'est très relou et c'est pas du tout en fait rentable, ils ferment en France, mais ils vont ouvrir en fait en Asie. Et donc là, en l'occurrence pour Squid Game, ils ont ouvert des bureaux en Corée. Et il y a une véritable stratégie Asie Sud-Est où il y a Madame Kim qui supervise en fait toutes les acquisitions et les productions de cette vaste partie du Pacifique. Et le bureau est à Séoul parce que effectivement maintenant il y a beaucoup de productions où des réalisateurs, des scénaristes envoient leurs scénarios, disent bah voilà on voudrait qu'en fait je trouve pas de producteurs distributeurs en Corée. Est-ce que Netflix peut maintenant se suppléer? Et c'est ça aussi le problème, c'est de se dire, ben, malheureusement, un film, ça coûte beaucoup de sous. Là, la série de Netflix, elle a coûté 21 millions. Tout le monde n'a pas 21 millions à cramer comme ça sur la base d'un scénario en disant, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Donc la belle surprise pour Squid Game, ça a été vraiment un phénomène mondial, mais c'est très très compliqué. Et le management, je pense, au sein même de Netflix est complexe parce que ce sont pas forcément des visions long terme et il ajuste soit au nombre d'abonnés, de désinscriptions d'abonnés, à ce que ça lui rapporte. Et pareil, je pense que vous l'avez remarqué, quand Netflix communique sur ses chiffres, que ce soit sur le nombre de visionnages ou les budgets évalués, il n'y a pas de source chiffrée. Et il y a eu un petit scandale il y a 10 jours ou 15 jours à propos de Squid Game. Un employé interne a divulgué une info concernant Squid Game et il s'est fait en fait virer. Donc, il n'y a pas de source fiable. Il faut s'en tenir à la parole de Netflix sur ces chiffres de succès. Et moi, les chiffres que j'ai récupérés dans Variety, bah, je ne sais pas s'ils sont vrais, en fait. Le calcul du retour sur investissement et le nombre d'heures de visionnage, puisqu'ils disent qu'il y a des milliards d'heures qui ont été visionnées depuis le début du lancement de la série le 17 septembre. Mais c'est sur la base des 2 premières minutes. C'est-à-dire que vous avez visionné 2 minutes et vous n'êtes jamais revenu, ça compte dans le total comme des personnes qui, comme Julien ou moi, ont vraiment vu la série jusqu'au bout. Donc c'est pas tout à fait non plus représentatif. Donc c'est pour ça, hein, avec Netflix, je me méfie énormément. Ok, et du coup, Raphaël, ben, du coup, ça faisait, ben, on rejoint un peu ta première partie que tu avais en tête, ça distinguait la logique économique et culturelle de Netflix par rapport aux autres plateformes, Amazon, Apple, Disney. Qu'est-ce que tu auras à dire là-dessus? Disons que là, moi, je vais nuancer un peu mon propos et sera plutôt nuancé par rapport à... Il y a un enjeu économique, une logique économique, c'est le capitalisme, c'est l'industrie culturelle de masse. Donc, Célia vient d'évoquer la question de Netflix. Alors, pour, on va dire, creuser un petit peu cette logique donc d'industrie culturelle de masse, moi, ce que je note juste, c'est qu'il y a une différence entre Netflix et les autres plateformes. Alors, moi déjà en tant que consommateur, quoi, en tant que consommateur, non, en tant qu'amateur de séries télé et de films, je ne suis pas abonné à des plateformes. J'utilise d'autres biais. Et si vous voulez, moi je pioche dans ce qui m'intéresse, essentiellement la science-fiction et une partie du fantastique. Donc je m'arrête jamais à une plateforme ou une autre. Ce qui m'intéresse, c'est le programme. C'est-à-dire quelle fiction je vais regarder, quel propos elle va tenir, on va dire quelle liberté de ton créatif elle peut se développer. Et je tiens juste déjà à dire que Netflix, ben, le problème, c'est que moi, j'ai eu accès effectivement à des séries coréennes comme Kingdom, ou plus récemment, il y a My Name, plus récemment Sweet Home, ou des séries japonaises comme Alice in Borderland. Sans Netflix, on n'aurait pas eu accès à ces séries-là. Donc je pose déjà voilà, cet aspect. Après, en termes de modèle économique et d'hégémonie économique, donc toujours dans le cadre de l'industrie culturelle de masse, pour moi, Netflix est un cas intéressant parce qu'elle se distingue des autres plateformes comme Amazon
Apple ou à Disney, c'est au niveau de l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire que toutes les séries qui sont produites sur Amazon ou Disney et autres sont des séries essentiellement anglophones, sont des séries complètement calibrées, construites, qui ont tendance comment dire, à participer à l'hégémonie de la culture anglophone de manière générale. Netflix, effectivement, ils ont un catalogue extrêmement varié. Il y a tout et n'importe quoi, mais il suffit de picorer et on arrive toujours à trouver des choses assez intéressantes. Donc je pense que le modèle Netflix est un modèle intéressant à suivre en termes de logique donc d'industrie culturelle de masse, qui est on ne construit pas notre modèle sur une hégémonie au niveau ethnocentré. On puisse, là où tout se prête, et à partir de ce moment-là, on met en ligne et les gens y piochent. Euh, par rapport au sujet de ce soir, ce qui va être intéressant, c'est que moi, la question que je pose, c'est dans quelle mesure les productions locales sont autonomes, c'est-à-dire leur marge de liberté créative. Et franchement, quand je vois Alice in Borderland, pour citer la série japonaise, en connaissant le manga, pour moi, c'est une des meilleures adaptations de manga en série. C'est-à-dire que tous les codes sont là, ça a été extrêmement travaillé. Et je pense, d'après les informations que j'ai pu voir à droite à gauche, c'est que c'est une production qui s'est développée de manière complètement autonome. Netflix a mis des sous, mais les créateurs ont pu faire ce qu'ils avaient envie de faire. Donc à partir de ce moment-là, le problème, ce sera plus la récupération ultérieure. Donc on va revenir sur le cas de Squid Game. Squid Game, moi étant donc en sorte de veille permanente, c'est-à-dire que je puise sur des sites, je récupère un certain nombre de séries, je regarde. Squid Game, hop, je vois ça arriver sur le site où je récupère mes fichiers. Je télécharge la série. 2 jours après, il commence à y avoir des articles. Et puis là, ça a été la montée. Ce qu'il faut quand même bien souligner, c'est que Netflix n'a pas fait de promo sur cette série. C'était une production coréenne qui pouvait intéresser un certain nombre de spectateurs. Mais il n'y a pas eu de promo particulière. Ça a surpris tout le monde, c'est-à-dire le public et les critiques ont été surprises par le phénomène et par l'intérêt porté sur la série. Donc c'est quand même, comment dire, c'est pas quelque chose qui a été programmé à l'avance. Par contre, là où c'est la récupération, c'est que la série était un tel succès, peu importe le nombre de vues de milliards. C'est-à-dire que de toute façon, le phénomène est mondial, planétaire. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a toujours vécu dans une logique où ce sont des produits essentiellement états-uniens qui étaient des produits planétaires, qui avaient une projection planétaire. Aujourd'hui, les Américains regardent des séries coréennes. Moi, je trouve qu'il y a une évolution plutôt intéressante, c'est-à-dire qu'il y a quand même une ouverture vers d'autres types de cultures. Et après, le problème, c'est que simplement, Squid Game 1, à l'origine, alors Célia pourra me peut-être confirmer, mais c'est un projet de film et non pas un projet de série télé. Et faire 2 heures. Et faire 2 heures. Voilà. Donc, il y avait quand même un esprit qui était, on fait juste un produit unique. Et pour moi, la série, elle fonctionne comme étant une création unique. En plus, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais pour moi, il y a 2 fins dans la série. Oui. Moi, je m'arrête à la première fin. C'est-à-dire que le fameux 1 an après, pour moi, n'existe pas. Et du coup, ça repositionne complètement par rapport à la valeur de l'objet. Mais on reviendra sur cet aspect-là après. Donc Netflix, qu'est-ce qu'il voit? Ouah, un énorme succès. Mais ça a été le cas aussi, par exemple, pour Alice in Borderland, qui avait été déjà un gros succès. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un gros coup de pression sur le créateur-réalisateur, scénariste, et il est obligé, au bout d'un certain temps, donc quelques semaines, d'accepter de faire une suite. Et moi, par exemple, la suite ne m'intéresse pas. Je ne verrai pas la suite. Parce que pour moi, Squid Game est un produit unique. Une fiction, une création unique qui s'arrête à un moment et point. Donc là, on est effectivement dans la logique de captation purement capitaliste de l'industrie culturelle de masse, qui est, on a un succès, on en profite et on va creuser le sillon jusqu'à le trucider. Ça a été le cas, par exemple, de Casa del Papel. Si vous vous souvenez, c'est une série locale espagnole. Elle fait un gros carton et au final, on a poussé les créateurs à faire 2, 3, 4, 5 saisons
avec des critiques nuancées, avec des saisons moins bonnes, des saisons plus intéressantes a priori. Moi, j'ai pas vu la série, a priori, elle ne m'intéressait pas au niveau des thématiques. Mais voilà, la logique pour moi de Netflix et des autres plateformes, hein, ça c'est un système, on va dire, un peu universel. C'est simplement que quand il y a un succès qui émerge, le système capitaliste, toujours industrie culturelle de masse, va tout faire pour essayer d'exploiter le filon et jusqu'à comment dire, à le dessécher, voilà, comment dire, à le mettre à mal. Et pour moi, ça c'est important, c'est que du coup, il y a deux enjeux par rapport à Squid Game, je pense, ce soir. L'enjeu, c'est l'objet fictionnel, c'est-à-dire ce qu'elle véhicule comme idée. Et donc, on peut à partir de là aborder la marge d'autonomie de l'auteur quand ils ont créé ça. Et il y a la captation capitaliste, mais qui vient après. C'est-à-dire que Netflix profite d'un succès. Non, elle n'a pas créé le succès. Elle profite d'un succès inattendu. Donc, et ça, j'aimerais vraiment qu'on arrive à dissocier ces deux aspects-là. Non, je peux relancer, hein, Jade, hein. Ouais, je peux relancer, j'ai un problème de chat en fait, j'ai essayé de m'en occuper. Voilà, donc je vais m'occuper. Relancer. Ben, Célia, je sais pas si tu as envie de rebondir là-dessus. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'envers du décor, en ce qui concerne Squid Game, à la base, le réalisateur Wang voulait faire un film et la façon dont il l'avait écrit, ça devait durer à peu près 2 heures. Il a envoyé le scénario tel quel. Il a eu la totale liberté en termes de production design, donc déjà il a pu constituer sa propre équipe comme il le souhaitait, puisque en fait ce réalisateur est extrêmement connu en Corée pour des très gros succès comme The Fortress notamment, qui est en fait un drame historique et qui est avec l'un des acteurs qui est justement dans Squid Game, Lee Byung-hun, qui est très très connu en Corée. Et donc il a pu faire ce qu'il voulait artistiquement, mais en termes d'écriture, en effet, on lui a demandé de retravailler parce que le potentiel d'une série avait été détecté et que pour lui, ça a été extrêmement stressant. Donc ça a été 6 mois de réécriture pour les 2 premiers épisodes. L'anecdote est qu'il en a perdu 6 dents, tellement il avait été angoissé par cet exercice et qu'il a quand même réussi à livrer un produit sur lequel il s'était mis d'accord avec la, la responsable Kim à Séoul, qui avait demandé, essayons de le faire en 9 épisodes. Donc, ça, c'était, on va dire, le premier différent sur lequel ils ont réussi à trouver un consensus. Se dire, on fait une saison, enfin, c'est même pas une saison, on fait une série. Une série. Et on y va. Comme le disait Raphaël, au départ, il y avait une fin précise. Et que pour lui, de toute façon, en tant que réalisateur, comme il s'imaginait qu'à la base ça devait être un film de toute façon, il avait vraiment déterminé une fin très très précise. Ce qui se passe, c'est que bon, il a été obligé de faire aussi un retravail au niveau de cette fin avec un petit cliffhanger pour inciter à peut-être se projeter dans la possibilité d'une deuxième saison. Or, je pense que pour les personnes qui ont regardé la série, il y a un personnage que l'on suit qui est l'inspecteur de police. Bien avant la fin de la série, il se passe quelque chose et on suppose que il va ressurgir à un moment donné, mais comme il ne ressurgit pas à la fin de la série, on s'imagine avant même qu'il y ait le clap de fin qu'il sera certainement dans la saison 2. Voilà. Donc, moi, déjà, en termes d'écriture, la dramaturgie, je l'ai trouvée extrêmement basique parce que, voilà, elle répond effectivement à des logiques sérielles et de comment maintenir l'intérêt, ce genre de choses. Donc, c'est pas ça qui m'a vraiment motivée à continuer. Les acteurs en plus surjouent un petit peu, mais bon, moi, j'ai bien aimé, par exemple, le personnage de Ali. Mais au moins, je pense que Wang, à part ces 6 dents qu'il a perdues pendant ces 6 mois de réécriture du scénario, il est quand même assez satisfait et ça lui a permis
d'avoir un coup de projecteur à nouveau, puisqu'il était un petit peu en berne, il avait du mal à financer son projet, se dire, bon, j'ai peut-être trouvé effectivement un partenaire que je vais qualifier de industriel, pour le coup, pour se relancer. Maintenant, je pense qu'effectivement, et je suis assez d'accord avec Raphaël sur le fait que je pense qu'il n'avait pas du tout en tête de continuer cette aventure, de se replonger dans ce concept et de se dire que bah, il faudrait continuer. Moi, personnellement, étant donné que les personnages auxquels je m'étais attachée dans la saison 1 ne sont plus là, moi-même, je me pose la question si je vais voir la saison 2. Kingdom, quand j'ai vu les saisons 1 et 2, mon intérêt a vraiment décliné au fur et à mesure des épisodes, puisque je ne voyais que des logiques en fait scénaristiques et pas vraiment un suspense haletant qui me tenait. Et donc moi, c'est ce que je reprocherais de toute façon, ça n'a rien à voir avec Netflix, c'est de toute façon tout ce qui est marketé et qui est franchisé au global, que ce soit des films ou des séries, ne m'intéresse plus tellement si je vois qu'il y a une mécanique à l'œuvre. Et c'est effectivement cette mécanique du capital, c'est-à-dire on voit qu'il y a un succès et on va essayer d'appliquer une recette pour engranger en fait du profit. Mais j'ai la même problématique avec des blockbusters et c'est pour ça que je ne vois plus trop de blockbusters parce que je m'ennuie ferme d'un point de vue dramaturgie d'écriture. Je ne m'y retrouve pas. Ce sont les mêmes récits, ce sont les mêmes péripéties et même les effets visuels ne me convainquent pas. Donc moi, je vais chercher ailleurs mon plaisir de cinéma ou mon plaisir de série. Mais la question, c'est est-ce que Wang, lui, personnellement, va vouloir continuer à travailler pour Netflix pour faire cette saison 2, sachant qu'il a quand même laissé beaucoup sur la saison 1. Donc peut-être que il va devenir corvéable hein, à Netflix et se dire si je veux garder le pied à l'étrier, garder de la désirabilité, revenir faire des films vus en salle physique, il faut peut-être que je continue quand même à travailler un petit peu et à montrer que ça fonctionne et espérer du succès. Ou alors, peut-être qu'il risque de se rétracter à un moment donné, hein, vu qu'il a eu des problèmes de santé sur la première série. Bah, c'est d'abandonner et de refourguer ça à un autre spectateur et on verra les péripéties dans les semaines à venir. Alors, Mais a priori, il va abandonner le projet à d'autres, hein. C'est ce qu'il voilà. avait dit, hein. Il a dit clairement qu'il n'écrirait pas sur la saison 2. Je pense qu'il va juste être un peu le showrunner, Mmh, mais il ne va pas, a priori, intervenir directement sur l'écriture. mmh. Donc, du coup, effectivement, ça n'a aucun intérêt de suivre la saison 2. Et de toute façon, pour moi, elle n'a pas d'intérêt. Mais qui attend cette saison 2 de toute façon? J'ai pas l'impression, moi, enfin, je me suis dit, ouais, ils vont faire une saison 2 vu le succès que ça va être, mais je m'en fous, moi, personnellement, enfin, mais vraiment un niveau incroyable. Et je vois pas trop, ouais, je me demande bien qui vraiment en attente forte et passionnée d'une saison 2 de Squid Game. Alors, des personnes, du peu de personnes avec qui j'en ai discuté qui ne sont pas en fait, branchées Corée du Sud, branchées, vraiment sur une culture, très localisée où on fait vraiment découvrir des choses qu'on ne connaît pas du tout, alors que les ressorts, dramaturgiques sont absolument les mêmes, quel que soit le pays et la culture ou la civilisation. Sont quand même intéressés de savoir et se posent des questions sur surtout, bah, la fin. On se dit: «Mais pourquoi il est comme ça? Est-ce que ça a une signification qu'il ait les cheveux roses?» Donc il y a vraiment une curiosité, un intérêt qui a piqué vraiment, le l'attente, l'impatience et moi personnellement, je détecte quand même une attente. Ils se disent: «Bon, bah, on aimerait quand même savoir ce qui se passe, quand il va retourner dans le jeu. Est-ce que, il va essayer de noyauter ou je sais pas quoi?» Donc quand j'en ai discuté, j'étais, assez, amusée de toutes les théories que projetaient en fait les spectateurs de cette série. Mais il y a une attente parce que, ils se posaient des questions sur, des choses, mais, vraiment, très, insignifiantes, enfin à mon goût, mais qui pour eux sont hyper importants. Donc, il y a vraiment des thèses, des analyses sur la couleur de cheveux du héros à la fin de la série, que ce soit en Corée ou dans d'autres territoires. Et bizarrement, c'est ça qui tient en haleine, c'est de dire, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va devenir un vrai super-héros, entre guillemets, puisque toute la saison 1 le dépeint comme quelqu'un de très très banal.
d'un loser même, de quelqu'un qui est pas du tout recommandable, et se dire, il change physiquement, il se prend en main. Quelle va être la teneur de la saison 2? Est-ce qu'il va vraiment en fait, changer le rapport de force? Donc peut-être en termes d'écriture, c'est ça qui pourrait être intéressant à regarder, si on a envie de regarder. Mais je sais que ça, par exemple, c'est attendu. Ouais. Pour moi, personnellement, ça n'a aucun intérêt. Mais je dirais plus largement qu'on est dans une société de l'anecdotique. Il suffit de faire de la revue de presse, par exemple, de regarder un peu les journaux en ligne. On ne met toujours en avant que l'anecdotique. Pour énormément de séries télé, peu importe le pays, peu importe l'origine, on aime toujours mettre en avant l'anecdotique. Et moi, personnellement, par rapport à ce soir, j'aurais tendance à défendre Squid Game, mais Mmh. toujours par rapport à la problématique de la première fin. Mmh. Alors là, je vais spoiler parce qu'on est obligé, mais à la fin du dernier épisode, il y a simplement une fin. Le personnage principal rentre chez lui Mmh. et trouve sa mère morte, et ça s'arrête là. Plan en noir. Et pour moi, la vraie fin, c'est celle-ci. Et je me suis simplement dit, en tant qu'amateur de fiction, c'est une fin trop nihiliste. Donc qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous font un rajout, Mmh. et en plus on renverse effectivement le rapport, c'est-à-dire que la pauvre victime va devenir le héros rebelle. Et là, on est effectivement dans une pure code de série télé classique, basique, c'est-à-dire toujours nous faire croire, oui, il y a le héros qui va se relever et qui va lutter contre l'injustice. Alors que si vous éliminez cette petite partie-là, le un an après, tout d'un coup, pour moi, la série prend une toute autre ampleur. C'est une des séries les plus noires que j'ai pu voir, du fait de cette chute, puisque le personnage va vivre un enfer pour sa mère, notamment, pour la sauver, et au résultat, il rentre, elle est morte. Et personnellement, ça m'a extrêmement touché. Et j'aimerais juste faire un petit parallèle avec un petit film coréen qui date de 2003 qui s'appelle Save Green Planet, Mmh. qui est l'histoire d'un serial killer. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le portrait du personnage par le réalisateur, le portrait qu'il fait de son serial killer, c'est-à-dire que le personnage est devenu complètement fou du fait des brimades de la société coréenne. Il y a le passage dans l'armée, il y a le monde du travail. Donc tout d'un coup, dans Save Green Planet, on nous met en avant, comme ce que j'aime moi dans le cinéma coréen, Bong Joon-ho ou autre, c'est la réalité économique. Donc là, c'est la réalité économique sociale d'un pays, c'est la Corée, mais qui peut aussi se renvoyer à nous, hein. Nous vivons tous le même type de société, c'est une société néolibérale. Simplement, dans Save Green Planet, le portrait du personnage est d'une telle noirceur, d'un tel nihilisme, que le réalisateur, je pense qu'il s'auto-censure puisqu'il rajoute une touche en fait d'invasion extraterrestre, qui Et donc permet en fait comment dire, de créer une sorte de diversion où on finit dans une sorte de finale apocalyptique qui part complètement en vrille, puisque les extraterrestres détruisent la planète parce qu'ils estiment que les humains sont vraiment trop cons. Mais retirer cette dimension extraterrestre, et là tout d'un coup on a un film d'une noirceur. Et je trouve que Squid Game, par rapport à ces deux fins, fonctionne de la même logique. Comment aujourd'hui pourrait-on vendre auprès de Netflix, par exemple, une série qui s'arrête sur le fait que tout ce qu'a fait le personnage, tout ce qu'il a subi est vain? Et du coup, que ça nous renvoie à un portrait de la société néolibérale, du système capitalisme d'emprise, de domination, de violence physique et de violence symbolique, qui fait que le film, on s'en prend plein la gueule au final. Mais le fait de rajouter ce un an après détruit effectivement tout. Donc moi, personnellement, j'ai fait abstraction. J'ai éliminé complètement cette fin et j'en ai rien. Ça ne m'intéresse pas de savoir si le personnage va se rebeller. On est dans un schéma à l'américaine, dans un schéma du héros qui va libérer voilà, les gens qui subissent. Mais retirer ça et on a du coup une histoire extrêmement intéressante sur ce rapport de la population, de la soumission au système capitaliste, et etc., etc., etc. alors Alors, je ne sais après, pas ce que tu en penses, Célia, mais pour moi, alors je ne sais pas si c'est ça ce que tu parlais, cette fameuse première fin, oui, la fin auquel pensait l'auteur. oui. Mais pour moi, il y a vraiment, voilà, il y a deux fins, quoi. C'est une pour vendre et une par rapport à l'œuvre. Alors en fait, c'est ce que disait Kim sur, justement ce phénomène, celle qui s'est occupée du lancement de Squid Game
en Corée et qui a approuvé le projet, c'est que normalement, à part le fait de lui avoir vraiment incité à transformer son long métrage de 2 heures en une série de 9 épisodes, nous laissé un peu tranquille sur l'écriture et ils ont juste suggéré, après je sais pas si, comme elle s'adressait à un journaliste, elle devait aussi un peu modérer leur méthode, Propos. mais elle disait que à part inciter à ce que ça emmène vers une saison 2, il était totalement libre et qu'il fallait que ce soit très coréen. Et dans cet aspect très coréen, c'est que la plupart des fictions sont extrêmement pessimistes. Il ne faut pas oublier que la Corée du Sud a passé des siècles à se faire envahir, occuper, coloniser, que les gens, leur premier mode de fiction, c'est le mélodrame et que les héros, les protagonistes des récits subissent en permanence des calamités, des horreurs, des injustices. Et bien souvent, ça se termine très, 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 très mal. Donc, après, euh, je pense que lui, de toute façon, sa vision artistique, c'était effectivement de dépeindre à quel point une société pouvait tout enlever à un individu. Et ça, c'est très, très coréen. Mais de l'interview que j'ai lue de cette femme, elle disait que normalement, on devait garder cette substance coréenne authentique, puisque déjà à la base, ça devait être pour une audience coréenne. Et que si ça pouvait permettre en fait à d'autres territoires de découvrir ce qu'est vraiment la culture coréenne et c'est pas juste les jeux, pourquoi pas? Mais c'est là où je me suis interpellée en fait quand j'ai vu la série. Moi, ce qui fait que j'ai pas vraiment accroché, c'est que je connais ce mélodrame coréen, je connais ce pessimisme et ce nihilisme. Donc, je n'aurais pas été surprise que ça s'arrête effectivement au moment du retour à la maison. Mais c'est surtout qu'en fait, il y avait rien de nouveau en soi et que pour le spectateur, je me posais la question, c'est comment il a pu vivre cette série, qu'elle se termine mal pour la mère ou qu'elle se termine avec des espoirs, avec cette possible rébellion sur cette fin étendue. Moi, je me dis, j'y crois pas, personnellement. Mais voilà, ce sont mes convictions, hein. Mais je m'étais dit, peut-être, oui, le besoin de fiction, dans beaucoup de récits qu'on a au cinéma ou en série, c'est quand même aussi de la consolation. Alors, ça a été écrit, ça a été tourné avant la crise sanitaire, mais quand je discute avec des réalisateurs, quand je fais des interviews avec eux, il y en a qui assument totalement le pessimisme, le nihilisme, mais il y a des fois, ils se posent la question si l'art qu'ils ont envie de partager avec un public pas aussi fait pour consoler déjà de nos propres malheurs qu'on vive dans la vie réelle, dans cette société néolibérale extrêmement violente, et de se dire, bon, peut-être qu'effectivement, au-delà de ma vision artistique, je ferais peut-être une concession en terminant le récit sur une porte ouverte et pas quelque chose de fermé. Moi, personnellement, j'en suis pas convaincue, mais je me dis, vu effectivement l'amplitude de ce qu'est Netflix, c'est-à-dire le nombre d'abonnés auxquels ils s'adressent, il y en a, ils ont envie de passer une soirée de binge-watching dans leur canapé chez eux tranquille, c'est pas pour se démoraliser. Et s'ils veulent découvrir quelque chose d'un pays qu'ils ne connaissent pas, c'est pas pour être encore plus démoralisés si par hasard, ils ont peut-être retenu que l'information que la Corée du Sud, c'est aussi le pays où il y a le taux de suicide le plus élevé au monde. Donc, je sais pas. Moi, je sais que moi, ça ne me dérange pas de voir des fictions où ça se termine extrêmement mal. Mais je me pose toujours cette question de la responsabilité de l'auteur vis-à-vis d'une audience. Est-ce qu'il s'auto-censure ou il fait un petit effort en disant, bon, peut-être que mon récit est là aussi pour un peu réconforter, consoler, motiver et donner du cœur à l'ouvrage, hein. Oui, ouais, ouais. Et effectivement, mais alors,
Après, je crois que du coup, c'est par rapport aux sensibilités entre guillemets du spectateur ou par rapport à des renvois de codes culturels. Moi, personnellement, je travaille sur la science-fiction. C'est ce qui m'a toujours intéressé. C'est ce rapport de comment un imaginaire s'intéresse finalement au monde d'aujourd'hui. Et c'est toujours un peu ma marotte, mais j'aime toujours rappeler en fait le travail de Michael Moorcock qui expliquait la veille prospective en science-fiction. C'est-à-dire que notre rapport au futur, on est aujourd'hui dans un débat où on estime que la science-fiction, et notamment la science-fiction post-apo, est trop pessimiste, elle nous montre un avenir complètement noir. Donc du coup, il y a des gens qui créent le solarpunk pour créer une sorte de fiction positive. Mais si je reviens sur la notion de veille prospective, Moorcock explique simplement écrire la science-fiction et Squid Game rentre dans de l'anticipation. Hein, la science-fiction, c'est de l'anticipation, c'est-à-dire extrapoler sur ce que sera demain. Et ben, si on prend les éléments du temps présent, si tous les éléments du temps présent sont extrêmement négatifs, et aujourd'hui ils sont négatifs, société néolibérale, violence symbolique, violence physique, etc., tout cet ensemble de choses font qu'un auteur de science-fiction qui s'attache à la veille prospective aura tendance à dépeindre un futur extrêmement négatif, parce que notre présent est négatif. Ça n'empêche pas de développer un futur négatif et de proposer, on va dire, des options potentiellement positives, hein, une utopie post-effondrement ou ce genre de choses. Mais l'ère du temps aujourd'hui est extrêmement négatif. Et moi, personnellement, donc, en tant qu'amateur de fiction, et notamment tout ce qui est de l'ordre des Battle Royale, parce que je suis extrêmement, pas fan, hein, mais j'adore Battle Royale, donc le roman, le film, et donc le principe du Battle Royale, ce que ça implique derrière, hein, le Battle Royale, le roman japonais, renvoie énormément à la société japonaise sur le culte de la compétitivité. Et du coup, c'est transposé dans une version voilà, d'un jeu extrêmement violent. Et Squid Game, pour moi, s'inscrit, c'est une variation. Et Squid Game, personnellement, hein, c'est la grande question que je me pose, c'est de savoir si le succès planétaire de cette série, est-ce qu'elle est fondée sur le côté attractif de la simple violence, c'est-à-dire la succession de jeux extrêmement violents, et donc du coup là on est dans un reflet complètement effectivement dégradé de ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes dans une société violente qui est fascinée par la violence. Donc ça n'amène à rien, hein, c'est une impasse. Mais moi personnellement, Squid Game devient le portrait, une bulle qui nous montre qu'est-ce que le monde d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est une vision extrêmement noire, extrêmement coup de poing, qui fonctionne vraiment bien. Et personnellement, moi j'y fais des liens avec Parasite par exemple, ou Snowpiercer, Transperce-Neige de Bong Joon-ho, ou même là récemment j'ai vu Sweet Home, une série coréenne. Ça traite vraiment de ce que moi j'aime en science-fiction et ce que j'aime dans la fiction, c'est une réflexion sur la condition humaine, sur le rapport entre les individus, dans une société complètement atomisée qui ne joue que sur l'individualisme, comment un groupe d'individus peut construire quelque chose ou pas. Et je trouve justement que Squid Game, sur ces questions-là, joue là-dessus. Le fameux jeu des billes nous montre qu'à un moment, des individus cherchent à coopérer, à construire quelque chose, et tombent sur le jeu qui justement met à mal cette tentative de reconstruire quelque chose de collectif, c'est-à-dire d'être associé. Donc du coup, Squid Game me touche, m'interpelle, parce qu'elle renvoie à des questions de société que je trouve intéressantes. Et donc du coup, le fait effectivement de voir que les gens s'intéressent à la couleur des cheveux de machin, que on aimerait savoir qui se cache derrière les masques des horribles grands chefs, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on a une sorte de besoin d'avoir des réponses pour des choses anecdotiques. Et du coup, le fait de focaliser sur ces choses anecdotiques, ou les médias mainstream de focaliser sur l'ultra-violence de la série, fait qu'on minimise, pour moi, le vrai sujet, qui est un regard sociopolitique sur l'état de notre société. Et que peut-être que le succès, une partie du succès planétaire, parce que je ne suis pas quand même seul dans le monde, je pense franchement, sincèrement,
qu'il y a énormément de spectateurs qui ont vu cette série qui ont été touchés de la même manière. C'est-à-dire que la description de la société coréenne dans Squid Game, c'est la même qu'aux États-Unis, c'est quasiment la même en France et ailleurs. Ça nous touche parce qu'on est de l'ordre du sujet universel. Je pourrais faire un parallèle avec Miyazaki, puisque j'ai travaillé dessus. Miyazaki, le réalisateur japonais, qui à la fois travaille sur sa culture propre, le Japon, et arrive aussi à développer un discours universel, c'est-à-dire qu'il touche tout le monde. Et ben, une série comme Squid Game touche tout le monde parce que elle évoque des choses qui touchent tout le monde. Et je ferais même un parallèle avec la série Alice in Borderland, puisque pour moi c'est aussi une variation du thème du Battle Royale. Alice in Borderland fait la même chose, c'est-à-dire que, effectivement, amateur de manga, on y retrouve tous les codes, mais de manière épurée. C'est ça qui fonctionne très très bien dans la série. Et en même temps, à travers cette série, il y a une galerie de portraits de personnages qui est fantastique. Et je cite notamment le personnage de Quina, j'en dis pas plus, mais moi, ça m'a extrêmement touché. Parce que pour une fois, on introduit un personnage d'un jeu. Alors, sur la question du genre, donc je ne précise pas, hein, je conseille vraiment de voir les flashbacks qui racontent le passé de ce personnage. Pour moi, ça a été une magnifique introduction sur cette thématique-là. Alors que dans les séries, par exemple, anglophones, aujourd'hui, les couples lesbiens ou les couples homo, c'est devenu une sorte de banalité. C'est-à-dire qu'ils n'apportent plus rien au récit. Et là, tout d'un coup, dans Alice, on nous glisse un personnage et on fait « Oh merde !» En 2 scènes, il arrive à nous poser un truc et c'est génial. Et voilà, c'est ça qui me touche. Et donc, c'est pour ça que je défends un peu Squid Game, c'est-à-dire parce que voilà, elle touche humainement, elle touche. Et moi, peu importe la violence du jeu, peu importe les autres événements, ce qui m'intéresse, c'est ce rapport entre les différents individus, comment ils se font broyer par une logique, et surtout, c'est l'épisode 2, qui est pour moi génial, l'enfer. C'est-à-dire comment le réalisateur travaille sur un retournement de situation où les personnages s'extraient du jeu et finalement se rendent compte que l'enfer, c'est pas le jeu, c'est la réalité. Je trouve que cette thématique, elle est très très forte et pour moi, elle est, comment dire, elle ne diffère pas. Alors, je suis pas, comment dire, je me nourris de cinéma coréen comme je me nourris de cinéma japonais. Hein. Je suis pas spécialiste du cinéma coréen. Simplement, dans ce que je puise dans le cinéma coréen, par exemple, Sympathy for Mr. Vengeance de Park Chung-hong ou donc les films de Bong Joon-ho sont des films très sociaux qui me touchent énormément sur ces questions-là. Et je trouve que Squid Game ne dépareille pas, en fait, s'inscrit dans cette production-là. Et je tiens vraiment, donc du coup, pour m'arrêter, à vraiment dissocier les 2 fins de la série. Parce que la fin, quand il rentre chez lui, punaise, moi j'ai eu mes larmes, c'est pas possible. C'est vraiment extrêmement touchant, quoi. Et c'est d'une noirceur. Et du coup, c'est aussi d'un tel réalisme par rapport au monde dans lequel on vit. Et puis effectivement, après apparaît 1 an après, et là on fait, oh bah non, laisse tomber, quoi. Donc du coup, pour moi, Squid Game, c'est cet objet de, on va dire, de 8 épisodes, 3/4, et je fais abstraction de ce qui suit. Et même comment dire, le réalisateur remet la patte sur une saison 2, mais à mon avis, il va vraiment déléguer. Moi, la saison 2 ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de savoir, comment dire, on va dire, l'historique de cette société de jeu, parce que c'est juste l'essence, en fait, c'est l'essence du capitalisme. Voilà, les nouveaux jeux des cirques. Alors, si je suis un peu, comment dire, je m'emballe un peu, c'est simplement que par rapport à l'expo que nous allons présenter aux Intergalactiques sur science-fiction et comme objet de provocation, il y aura tout un fil rouge autour justement de la notion de la violence institutionnelle partant donc des nouveaux jeux du cirque, donc dans certains films comme Rollerball dans les années 70, et on va montrer un lien jusqu'à Battle Royale. Et l'idée, c'est de montrer comment la notion de violence institutionnelle à travers un certain nombre de fictions de science-fiction, comment elle évolue à travers le temps. Et effectivement, donc on part, on va dire, de Rollerball et on arrive à Squid Game. Mais que tout ça, ça forme un seul ensemble et que les bouts après bout, ça constitue vraiment voilà, une étude de ce qu'est la société moderne, quoi. Et la violence qu'elle peut générer. Alors moi j'aimerais bien rebondir là-dessus pour récupérer notre question du jour du coup, parce qu'effectivement donc tu dis que Raphaël que
On parle donc de misère sociale et que la série le traite bien effectivement. Mais ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est une double question. Là, cette question est déjà le succès, mais ça tu as déjà un tout petit peu répondu. Le succès vient aussi certainement que ben, l'ère du temps se prête beaucoup à ce genre de récit, on va dire. Qui est très preneur de ça et on voit bien aussi la forme du Battle Royale actuellement elle cartonne dans les nouveaux récits et aussi dans ce jeu Fortnite qui est le gros succès de ces dernières années très Et connu. qui n'est pas le plus pertinent, hein. C'est C'est pas pas le le plus plus pertinent, pertinent, mais justement. c'est un peu juste des preuves qui s'accumulent comme ça. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce qui est intéressant, c'est un peu un des textes que m'a aidé à faire Anne, c'est que donc la charge critique de la série et son caractère ludique et attractif, forcément, sensationnaliste, induit aussi des interprétations et des récupérations assez douteuses du monde de l'entreprise notamment. D'où le titre de cette question, modèle de management néolibéral. C'est-à-dire que les entreprises, elles regardent ça, elles voient la charge, bon, elles peuvent capter ou pas la charge sociale de la chose, mais voient aussi dans cet aspect compétitif des espèces de nouveaux. Alors j'ai pas de gros exemples en tête, j'ai pas eu le temps d'assez regarder des articles autour de ça. Mais ouais, elle va chercher en fait à se dire ah mais Squid Game c'est cool en fait. Et on va forcément, bah, comme le capitalisme le fait toujours, le digérer comme il se doit et le digérer, le redigérer, le redigérer. Je sais pas si ma question est très claire. Alors, non, alors, moi, je parlerai pas du Battle Royale par rapport aux entreprises, mais c'est l'escape game. C'est beaucoup plus vicieux que ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui embauchent en utilisant des escape games. Oui, c'est vrai ça. Du coup, l'escape game, comme c'est un jeu, on va dire, justement non violent, mais qui est compétitif, tel qu'ils le conçoivent, et il y a donc des boîtes qui expliquaient, bah, il y a des potentialités qui ressortent d'un escape game. Voilà. Donc c'est cette logique de compétitivité. Mais comme on est pour parler un peu de termes science-fiction, on est aujourd'hui dans un monde où on a des lois. Et donc, on ne peut pas prendre le caillou et le jeter sur la gueule de l'autre et le trucider pour pouvoir piquer sa place. Il y a des lois qui nous interdisent encore. Simplement, la fiction, et notamment les Battle Royale, jouent là-dessus. C'est-à-dire que même si on reste dans un cadre d'une société structurée, le Battle Royale, c'est la mort de la loi. Ce qui fait que les individus se retrouvent face à face et on leur dit, bah, vous êtes obligés de vous tuer là pour le coup. Mais tout joue sur la notion de loi. Mais par rapport à ta question, c'est bien l'escape game et moins le battle royale. Ok. Alors par contre, le jour où des entreprises se mettent à s'inspirer des battle royale pour pouvoir recruter, effectivement, on arrivera au jeu du cirque. Et là, dans ce cas-là, je peux vous parler de Rollerball, je peux vous parler de Death Race 2000, on peut vous parler effectivement de battle royale et de tout cet ensemble de fiction, de science-fiction qui est censé projeter et nous montrer une vision très noire de ce que pourrait être demain. Et effectivement, si demain les entreprises se mettent à utiliser ce type de concept, eh ben voilà, eh ben la science-fiction, elle nous aura prévenu depuis au moins les années 70, ce qui risque de nous tomber dessus. Voilà. Moi, ça m'avait soulevé en fait d'autres questions parce que comme le personnage de Guillaume est décrit dans le synopsis et mémorisé par beaucoup de spectateurs comme étant un loser, quand j'ai regardé la série, en fait, moi, j'y avais pas vu un rôle de loser auquel le kidam en fait pouvait s'inspirer et se dire effectivement, est-ce que de transposer dans la vie réelle, c'est chacun pour soi et, euh, et on essaie de survivre. Moi, j'ai vu en fait plutôt le rôle de l'État, ce que ça interroge en fait. Et, euh, et donc, cette série, puisque Raphaël, tu soulevais que beaucoup de gens soulèvent des points anecdotiques, moi, ça m'a pas soulevé ces points anecdotiques, ça m'a soulevé des grosses questions sur est-ce qu'en fait, euh, cette série ne propose pas une utopie, tout simplement, puisque ce jeu a ses règles, qu'elles ne sont pas forcément en plus respectées, qu'ils les transgressent eux-mêmes, les organisateurs, et ça m'a beaucoup posé question dans la série, c'est pourquoi avoir transgressé le principe d'équité, d'égalité des chances, qui était censé être la vertu de ce jeu. Qu'est-ce que ça questionne en termes de démocratie? Et quand je suis revenue sur le personnage de Guillaume, c'est est-ce que Guillaume serait juste pas l'État-providence qui
se délite complètement, et un appel du pied à nos autorités respectives, quel que soit le pays où est regardée la série, de se dire mais la solidarité, c'est quand même ce qu'il y a de plus important en fait pour s'en sortir. C'est pas tellement le coup de queue qui Bravo, soit, c'est complètement ça. mais et du coup moi c'est plus ça que ça m'a questionné. Alors du coup Julien, je sais pas si je peux projeter sans vous perdre les petites vignettes pour le public, le petit PowerPoint. On va J'ai peut-être avoir quelques petits trucs techniques à faire, mais on va y arriver. Je peux le faire. Mais je crois que tu peux Ça. partager ton écran déjà, donc ça peut jouer. Et je pense que je peux faire un truc à partir de là. D'accord, parce qu'en fait j'ai 2 écrans à la maison, alors je sais pas lequel des 2 ça va partager, si ça va partager là où j'ai mis le Ah, chat je sais et pas non le plus, mais fais un test avec le petit bouton partager l'écran. On va voir ce que ça donne. non, hop, Et on va voir ce que ça nous dit. hop. Mais en fait moi ce que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant, c'est comment un jeu qui a des règles. Ah, faut que je choisisse. Ah, tant mieux. Alors je vais choisir ça. Ouais, c'est bien fait normalement. Pim pim. Ok, bah si, effectivement. Que Mais- vous voyez à place de ma tête, la tête de Sangwoo. Pour le moment, non, on voit. Ça a partagé l'écran. Bah, du coup, t'es passé à ma place, mais ça, c'est pas très grave. J'ai deux Mais. Ouais, je vois vidéos, rien. j'ai deux Il y a regarder le stream. Ouais, mais quand t'appuies dessus, j'ai 2 petits carrés, moi. Ah, attends. Ah oui, c'est en train de charger. Ouais, c'est en train de changer. Je sais pas pour ceux qui nous suivent ce que vous avez à l'écran. En fait. Voilà, c'est un peu le. On va arriver à Mais, faire un truc. De toute façon, J'en profite. Pour dire à Célia, tu m'entends? Je vais pouvoir faire un truc, je pense. Ok. Est-ce que Célia est encore avec nous? Parce que moi, j'ai l'image, elle est figée. Je sais pas si Ouais. elle m'entend. C'est peut-être un peu trop pour elle, effectivement. Parce que là, si ça se passait bien. Merde, c'est moi ça. Parce que je sais pas si elle m'entend, mais du coup, ce que je vais rebondir par rapport à ce qu'elle vient de dire, c'est aussi un des aspects très intéressants de la série. Ce rapport à l'État, ce rapport aux règles. Et justement, c'est ça qui fait aussi la substance et l'intérêt de Squid Game. C'est pas de savoir si on a les cheveux rouges ou si le personnage va se rebeller. C'est tout cet ensemble de questions qui renvoie à notre temps présent. Ouais, désolé, je suis un peu constant. Bah, si, je suis là, tu m'entends? Voilà, je sais Ouais. pas, je continue à dire des trucs. Ouais, continue à dire des trucs pendant qu'on essaie de régler ça tranquillement. Tu peux. Bah, t'as libre antenne, Raphaël, t'as encore gagné. Ouais, ouais, je fais ce que je veux alors, je dis n'importe quoi. Ah, ça doit être compliqué pour Célia, je pense. Non, mais bon, pour revenir sur le sujet là, par rapport à la captation, c'est simplement que, que ce soit Netflix ou Amazon ou autre, hein, peu importe le nom de la plateforme, c'est juste la logique de captation et de prédation capitaliste. C'est juste de dire, ah tiens, on a fait un gros succès et on va exploiter le filon, quoi. Et ça vient après, ça ne vient pas avant, pour le coup. À la différence, par exemple, des blockbusters américains, genre Marvel, où là, on va dire que le script est écrit à l'avance. Tout est fait pour que ça soit un succès. On intoxique le spectateur, on l'inonde d'informations, de bandes annonces. Voilà, on mâche le travail, si tu veux, à l'avance. Squid Game, c'est juste, franchement, un succès surprise. Ce n'était pas prévu que ça se passe de cette manière-là. Oui, bah ça s'est bien senti, hein, de façon vraiment. Hop, je suis en train de nous caler en attendant. C'est un peu en attendant que Célia revienne. Et alors, c'est un peu juste technique. du coup, l'anecdote par rapport à la notion des règles dans Squid Game, ce que signalait Célia, c'est qu'à un moment, quand même, les types qui font le trafic d'organes, à un moment, ils ont justement bafoué une règle qui était l'équité. Et ils sont jugés, condamnés, pendus. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Donc du coup, peut-être que Célia pourrait creuser, approfondir par rapport à ce qu'elle expliquait sur le rapport effectivement de l'État. Mais là, dans cette sorte d'utopie qui est effectivement Squid Game,
tout d'un coup, la notion donc d'équité est extrêmement importante et elle en vient donc, les organisateurs se chargent de liquider ceux qui ne respectent pas cette règle. Donc, Ouais. donc ça soulève énormément de questions du rapport, effectivement, société, rapport à l'autorité, rapport aux règles. Et du coup, je renverrai à l'épisode 2, le fameux enfer. Mhm. Enfer, c'est la réalité et ça ramène quand même. Ah, On va essayer de la récupérer. non. Ah putain. Ah. Ah. Je suis revenu. Oh, un bordel sur mon. Tac. Oula. J'essaie de revenir, hein. Est-ce que vous me voyez à nouveau? Oui, on te voit à nouveau, Là, c'est Célia. bon. Voilà, Ouais, je vous je suis sur Je quoi sais là pas si vous m'entendiez quand j'essayais de me galérer comme Du c'était tout. pas possible. Non, t'entendais pas du tout. Alors, Et tu nous entendais ou pas? du tout, Ah en oui, fait. non. Alors, je voulais justement te poser une question par rapport à ce que tu évoquais aux notions des règles dans le jeu, par rapport à l'État. Il y a quand même un moment, si tu veux, il y a les personnages qui font le trafic d'organes, qui bafouent effectivement la règle d'équité et qui sont jugés, pendus en place publique. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu ce que tu peux voilà, ou creuser ou par rapport à ce que, tout ce que tu venais d'expliquer, le sens de, voilà, de cette scène. C'est qu'à un moment, les organisateurs ont quand même cette règle de l'équité. Et dès que quelqu'un la bafoue, ils sont voilà, condamnés, jugés, quoi. Donc, Alors justement, à un moment, en fait, j'avais fait un PowerPoint là-dessus où j'avais fait des captures d'écran en reprenant les répliques extrêmement précises parce que moi, ça m'avait vraiment énormément porté question. En fait, on a Poe qui répond justement au docteur avant bon, qu'il soit puni que en fait, il s'en fout qu'il fasse du ils sont, trafic. ouais, Voilà, en fait, ce voilà. qui compte, Ça. c'est qu'il laisse tranquille en fait les joueurs, hein, et que et c'est là où je me suis posé la question, c'est quoi pour eux l'égalité des chances et l'équité? Parce que quand on reprend les règles, de toute façon, la base même, et c'est là où je dis, c'est là que ça rejoint le Battle Royale, parce que quand c'est chacun pour soi, c'est selon sa force, son intelligence, l'opportunité, la chance, et on parle beaucoup de chance dans Squid Game. Qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à gagner? Et donc là, il n'y a aucune égalité des chances, pour le coup. À un moment donné, on a Sangwoo qui dit « Je ne veux pas de femmes, je ne veux que des hommes » parce qu'il part du principe que les femmes sont plus faibles. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que de toute façon, même s'ils veulent une utopie qui est un jeu parfait avec une égalité des chances, c'est faussé. En fait, je ne comprenais Les pas. dés sont pipés. Les dés sont pipés puisque chaque individu est unique, chaque individu s'est forgé une expérience, des compétences, des capacités, et tout le monde est en fait inégal. Et on prenait l'histoire de l'entretien d'embauche en mode Battle Royale, mais en fait la base d'un entretien d'embauche, c'est de se faire valoir et de dire à quel point on est meilleur qu'un autre concurrent sans s'étriper, mais parce que justement c'est notre expérience, c'est les compétences qu'on a acquises d'un point de vue théorique ou pragmatique qui fait qu'on est tellement différents. Et du coup, j'avais fait un petit PowerPoint là-dessus pour pouvoir le partager avec vous et me dire si j'ai rien compris à la série. Je me demandais si t'arrivais pas à me le, peut-être à me le passer sur Discord. Je pourrais peut-être me débrouiller pour créer une nouvelle fenêtre et arriver à le passer sans tout rebazarder. D'accord, parce que j'ai l'impression que le screen share, quand je vais sur cette petite boîte de dialogue, il me dit de sectionner la fenêtre que je veux partager. Et quand je clique sur la bonne. Mais pas faire comme ça. Go live. Ouais, non, c'est là où j'ai compté. Ouais, si t'as pas un super ordi, ça va être compliqué. Ah, bah il est content, ça y est. Non, dans la fenêtre de discussion publique qu'on a sur Discord, tu sais, on est sur le chat vocal, il y a un salon qui s'appelle public. Là, tu peux faire plus, et à mon avis, si tu fais plus, tu peux ajouter des fichiers, et là, comme ça, je peux les télécharger. Ouais, alors attends. Par contre, j'aimerais bien répondre à Célia sur ce qu'elle vient de poser. Effectivement, l'individu est unique du fait de son expérience, mais tout ce qui est intéressant, et la fiction traite de ça, c'est que la notion de collectif, c'est l'association de toutes ces compétences.
Donc le collectif n'est pas le rejet ou l'anéantissement de l'individualité. Au contraire, c'est l'association des individualités qui crée le collectif. Hmm. Et je renverrai même à la question, c'est que derrière l'individu se cache toujours le collectif. Donc du coup, la série interroge sur ce rapport-là, sur cette dualité. Et le fait que les Battle Royale mettent en avant, on va dire, la notion individuelle, c'est-à-dire les compétences, c'est-à-dire que en grosso modo, c'est le plus apte qui peut survivre, n'empêche jamais qu'à travers toutes ces fictions de type Battle Royale, on s'interroge toujours sur cette dualité, sur ce rapport entre l'individu et le collectif. Hmm. Et que dans Battle Royale, donc le roman ou le film, les individus tentent de s'associer, en sachant qu'il n'en pourrait y en avoir qu'un seul à la fin. Donc c'est Hmm. monstrueux au niveau de la logique. Et Hmm. Squid Game, je trouve que c'est une belle variation sur cette thématique, sur cette logique, c'est que même les individus, quand ils essaient de s'associer, c'est-à-dire qu'ils associent leurs compétences, vont échouer. Donc ça, c'est le fameux jeu des billes. Mais qu'en même temps, il y a certains individus qui vont être, comment dire, le reflet de notre société. C'est-à-dire le personnage, effectivement, qui refuse d'avoir des femmes parce qu'il estime qu'elles sont trop faibles, ou ce genre de choses. À chaque fois, ça nous renvoie à nous ce qu'est la réalité de la société. Hmm. Donc, les détails. On pourrait effectivement aussi évoquer le personnage d'Ali, qui renvoie quand même à la réalité d'une immigration et d'une exploitation économique en Corée. On pourrait, alors j'ai pas tous les noms, hein, je suis pas très fort en coréen, mais comment dire, le finaliste, celui qui a magouillé en bourse, renvoie aussi à une logique Mm. de ce qu'est le capitalisme, qui est un capitalisme complètement prédateur, où on est prêt à tout Tout pour à pouvoir fait. s'enrichir. Ouais. Et du coup, à travers tous les portraits, où la jeune femme, la nord-coréenne, qui renvoie aussi à une réalité des Nord-Coréens au sein de la Corée du Sud, voilà, moi, toutes ces des choses qui m'interpellent. Hmm. Parce que du coup, on a une sorte de panorama de personnages qui nous renvoie à des réalités sociales. En même temps, on a effectivement tout un niveau de lecture au niveau du rapport de l'État, des règles, de respecter ou non, du fait que les dés sont pipés. Parce Mm. que nous vivons dans une société où les dés sont pipés. Mm. Par exemple, je prendrais juste l'exemple de la fameuse soi-disant concurrence, saine concurrence, qui est un des mantras du capitalisme. Les dés sont pipés systématiquement. Il n'y a jamais de concurrence. Il y a toujours des accords. Il y a toujours des nuances, des magouilles, des arrangements. Mais jamais la concurrence est libre. Et on pourrait parler par exemple de la téléphonie en France, hein, de la fameuse époque Orange, Bouygues et SFR qui s'étaient partagé le marché. Quand il y en a un quatrième, c'est-à-dire qu'on joue tout d'un coup réellement la logique de la concurrence, et ben la concurrence fait que les prix baissent et tout d'un coup on peut avoir une téléphonie à un prix abordable. Donc Je et du sais, coup j'ai là, travaillé voilà. pour France Télécom à cette époque. Ah bah ouais, bah tu Avec bah, tu Carter. vois bien. Et tu vois, Ouais. du coup, Squid Game me renvoie à toutes ces questions-là. Ouais. Et du coup, elle a plein de niveaux. Et ce que je trouve génial quand tu as abordé la question par rapport à l'État, les règles, donc cet aspect-là, pour moi, c'est ça qui est intéressant dans la série. Mm. Et du coup, les médias, les critiques devraient s'interroger plutôt sur ces questions-là. C'est-à-dire que j'aurais préféré voir des articles fleurir sur Internet Mm. abordant toutes ces questions-là sur cette série-là, Mm. parce que pour moi, ce sont les vrais sujets abordés par l'auteur. Eh ben non, on préfère nous parler de la violence du truc, des écoles qui, soi-disant, les gamins referaient ça, etc. Ouais. Alors que si on expliquait tout ce rapport de dualité, individualité, possibilité de collectif ou non-possibilité de collectif, on pourrait aussi faire un vrai travail d'éducation par rapport aux enfants. C'est-à-dire en abordant cette question de rapport, est-ce que c'est chacun pour sa gueule ou est-ce qu'on peut construire quelque chose ensemble? Voilà, Alors, moi, ce qui m'interpelle sur le sujet de la violence, c'est que j'ai pas trouvé. En fait, tous les jeux ne sont pas violents. Et le Non, recours à la violence n'y est pas systématique. Et ça aussi, non, c'est pour ça que tout je à fait. ne veux pas tout à fait faire le parallèle avec Battle Royale, parce que pareil, c'est aussi un de mes films préférés. Mais il y avait aussi cet aspect jubilatoire dans Battle Royale. On savait qu'on allait voir du gore, du trash et des choses que la société normalement ne permet pas. Moi, ce qui m'a vraiment intriguée pour le coup et qui fait que je voulais regarder le prochain épisode, c'est comme je ne savais pas quel a été le jeu, ainsi que La ses nature du modalités jeu. et quelles allaient être les dynamiques.
Et j'ai été très surprise que les dynamiques n'étaient pas forcément violentes, pas forcément dans la confrontation. Et c'est ce pourquoi je me suis interrogée sur la nuit du massacre. Ils ont voulu créer une utopie, qui est un jeu parfait avec une égalité des chances. Comment peuvent-ils laisser en fait des joueurs piquer de la bouffe et générer en fait une nuit de massacre? En fait, je me suis vraiment posé la question en termes de est-ce que je me mets dans la psychologie des personnages en me disant je ne comprends pas ce parti pris, j'aurais été l'organisateur du jeu, bah non, j'aurais puni ceux qui auraient piqué les pommes et les bouteilles. Ou c'est au niveau du scénario, je ne sais pas si le mec a bugué à ce moment-là, mais je lui dis, mais non, là tu renforces, ou tu discrédites complètement ton utopie, son discours et ses règles, parce que de toute façon, on sait que chaque joueur a des capacités différentes et qu'il y en a, ils vont mourir tout de suite de toute façon. Donc je m'étais dit, à quoi bon rajouter une nuit de massacre, sachant qu'il faudra qu'il n'en reste qu'un, donc il faut que tous les autres meurent. Et j'ai trouvé ça plutôt sadique, en fait. Je m'étais dit, c'était vraiment pour nous surprendre. C'était peut-être ça aussi la volonté, hein. C'était de nous surprendre et de voir qu'il allait peut-être avoir d'autres gens auxquels on ne pensait pas qu'ils allaient mourir et puis ils vont mourir. Et ça m'a vraiment interpellée. Alors, je vais essayer de refaire un partage écran parce qu'en fait, Euh, Discord m'a dit que mon fichier est trop Alors, powerful pour et qu'il t'es- envoie en et pièce alors, jointe. Ah merde, par mail sinon. du coup, Ça me fait un peu peur que ça replante de ouf. Parce que du ça coup, vous avez Célia, planté chez vous? En fait, ça change un non, peu mais tous nous, les écrans. on savait plus. Ouais. Ah, Ouais, je pense on va te perdre, c'est peut-être un peu lourd. Mais faut que je récupère d'une Et manière ou du d'une coup, autre. Célia, quand tu veux ouais. faire partage d'écran et que tu veux montrer une présentation sur Discord, tu choisis la fenêtre en question. Oui. Après, il te met Streaming Channel. Bah, là, c'est écrit Salon Discussion Live par défaut. Mhm. Stream Quality, bah, il y a Smoother Vidéo. Résolution, c'est la minimum. Framerate, c'est 30. Il y a un bouton grisé qui est back, il y a un bouton violet qui est Go Live. En fait, j'ai pas d'autre choix. Il y a Et pas c'est pour de... ça que j'ai appuyé sur Go Live tout à l'heure. D'accord, c'est Et- écran, partage ton écran en bas et ensuite, oui, enfin, je vais Ouais. le faire. Enfin, c'est bien le Tu bouton où il choisis y a ton écrit écran. Screen, Ouais. Share Your Screen. Ouais. T'as screen 1, screen 2, enfin pour moi. Et après, Voilà. Donc moi, passer j'en en ai direct, 4. ouais. Et ben oui, c'est aussi simple que ça, y a pas de raison, hein. Alors attends, je regarde. Passer en direct, c'est le bouton violet en bas à droite. Je Moi, j'ai en regarde. anglais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc si je fais ça. Ah bah voilà. Ah bah c'est direct. Vous voyez l'écran? On ne le voit pas encore. Enfin, on voit. Non, moi, il m'indique lancer, regarder le stream. Pareil, je vais appuyer sur le bouton regarder le stream et voir ce qui se passe. J'appuie sur le bouton. Mais non, Pareil. ça fait comme la dernière fois. Attends, ça va peut-être Ah, arriver c'était du bizarre. coup. Alors Ah là, non, je vous ai pas je l'ai. Ah perdu. oui. C'est bon. On l'a. Voilà. Je vous ai pas perdu. Euh, Ouais, on Et l'a. Il faut juste faire un du coup, j'ai fait une petit. petite vignette. Après, je sais pas comment ça se présente pour Bah, les personnes qui nous c'est ce suivent. que je m'occupe là en fait. Ça va aller, ça Ah va bah aller. voilà. Je vais faire un. Ok. J'en ai pour deux Alors, je vais secondes. aller directement. Toucou, toucou. Donc, Voilà. ce que vous voyez, il n'y a que nous trois qui voient, mais Là maintenant tout le monde pas voit. tout le monde. Tout le monde voit. Ouais, D'accord, c'est ok. bon. Bon, du coup, j'avais remis les chiffres concernant le business de Netflix. Alors, attendez, je regarde Je vais le plan que agrandir un j'avais peu. fait. Attends, si je fais CTRL F. Euh, Non. tac, tac, tac. Alors, Voilà. Hop. Bon, ça je ah, peaufine. tac. Alors, j'essaie de passer à la prochaine slide. Donc ça, c'est les chiffres. Voilà, une Projet saison, son, ça je budget m'en fous. 21 millions. J'essaie de passer à autre slide. J'ai l'impression que voilà. Donc là, pour les personnes
la façon dont parlent les Coréens entre eux, le registre de langage n'est pas le même quand c'est un carré qui parle à un cercle ou quand c'est l'autre qui parle à l'agent et vice-versa. Parce que rentre en ligne de compte dans la phrase l'âge, votre statut social, votre sexe, plein de choses. Et la forme grammaticale aussi de la phrase est différente avec des particules honorifiques, des pronoms, des verbes dédiés pour être révérencieux, tout simplement. Ça, c'est vraiment tout un pan qu'on loupe dans la série quand on n'est pas coréanophone, mais qui est extrêmement important pour un spectateur coréen parce que tout de suite, avant même les images, juste à écouter, on sait qui est qui. En fait, il n'y a même pas besoin des triangles, des carrés, des masques à paillettes, etc. Et pour moi, ça rejoint en fait quelque chose qui a vraiment figé la psyché coréenne, c'est que c'est une société autoritaire, très obéissante, parce que elle a eu plusieurs dictateurs. Donc là, j'ai mis quelques exemples de dictateurs qui ont fait des coups d'État militaires, qui ont imposé en fait des réformes économiques extrêmement violentes. C'est-à-dire que, par exemple, le dictateur Park Chung-hee, sur la première photo, lui, il s'en foutait qu'il y ait des milliers de gens qui meurent sur des chantiers, de pas boire quand c'était la canicule, de pas manger pendant 20 heures, etc. Lui, ce qu'il voulait, c'était redresser le pays après la Seconde Guerre mondiale et faire le plus de chantiers, des bâtiments, des infrastructures. Il envoyait de la main-d'œuvre vraiment pas chère au Moyen-Orient et partout dans le monde parce que les Sud-Coréens étaient vraiment à bas coût. Et donc, dans la mentalité même du Coréen, être un employé, c'est être vraiment pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose qui les a vraiment marqués. Pareil, il y a un deuxième dictateur, là, qui est la photo du milieu. Lui, il a mis en place une politique qui s'appelle la Free As Policy, qui était le Sex, Sport and Screen. Et c'est ce qui a donné notamment le tremplin de la vague coréenne avec la K-pop, la K-drama, etc. Parce que c'était un axe politique, industriel, de se dire, bon, bah voilà, la Corée, il faut qu'elle vende maintenant du tertiaire. Donc, on va organiser les Jeux olympiques de Séoul en 88, on va fonder la Ligue de baseball, on va mettre plein de programmes érotiques sur certains canaux et d'autres qu'on va censurer complètement. Et ces personnages reflètent ce qu'est la mentalité coréenne, c'est-à-dire extrêmement patriarcale, extrêmement lié à la hiérarchie, voilà, tout à fait codifié. Et du coup, j'ai fait des petites vignettes animées où je reprends en fait des captures d'écran de la série, et ça a donné en fait des espèces de comment dire de dérives qu'on appelle les chaebols, les conglomérats. Zut, j'ai passé ma slide un peu trop vite. Euh, euh, les précédents dictateurs que vous avez dans la slide d'avant ont créé en fait des liens très proches avec des familles qui tenaient en fait les industries de la Corée du Sud d'une main ferme, c'est-à-dire que vous avez des marques qui sont très connues, que vous ne connaissez que sur certaines verticales. Donc, par exemple, Samsung, vous connaissez les téléviseurs, vous connaissez en fait les smartphones. Et c'est pas que ça. Samsung, c'est énormément de filiales. Eh bien, en Corée, c'est détenu par quelques familles qui sont en fait une petite oligarchie et qui décident de tout et qui ont à la tête en fait des dizaines et des dizaines de filiales, mais dans tous les secteurs, c'est-à-dire dans le BTP, dans le divertissement, dans l'alimentaire, dans la santé, le transport. Et moi, chaque fois que je vais en Corée, eh ben, je vois par exemple des petits gobelets en carton LG. Alors pour moi, LG en France, c'est les téléviseurs. Là-bas, c'est des crayons, c'est des bidons d'eau à boire, enfin, c'est plein de choses comme ça. Et en fait, c'est très peu de gens qui détiennent en fait les pouvoirs. Et Squid Game parle de ça aussi, de ces espèces de VIP qui décident de tout pour en fait, une population. Donc là, je vous ai remis des exemples de ces conglomérats dont on connaît en fait quelques filiales, donc Samsung Electronics, LG Electronics, CGIM, c'est Entertainment, c'est une chaîne qui détient en fait une partie de l'industrie du cinéma, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire de la production, de la diffusion, de la distribution et de l'exploitation, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent la chaîne d'un film de A à Z. Et en fait, il y a de grands groupes comme ça en Corée
qui sont nés en fait avec soit le début du cinéma au début du XXe siècle ou après la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont dit, pour se faire des sous, pour être le plus capitaliste et faire le plus de profit, en fait, faut détenir la vie intégrale d'un produit. Et donc, c'est ce pourquoi vous avez en fait des grandes entreprises comme ça. Et on en parle en fait aussi dans Squid Game. Cette relation à l'argent, donc là j'ai mis des petites captures d'écran issues de la série, où pour ceux qui ont vu la fin, on voit en fait Gi-hoon, notre protagoniste, être convoqué à sa banque. Et en fait, le mec veut lui proposer de faire davantage de profit, fructifier, alors qu'il est déjà millionnaire. Quel intérêt de faire fructifier, vu que le mec, il vient même pas dépenser son argent, mais il est là pour être dans la totale spéculation. Et c'est ça qui fait qu'on est vraiment dans une société, pour moi, néolibérale, et que Squid Game le transparaît bien. Et dans la petite vignette qui tourne, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce plan-là, on voit une petite mamie qui est sur le bord du fleuve Han et qui s'adresse à Gi-hoon et qui veut lui vendre des fleurs. Il faut s'imaginer que en Corée du Sud, moi c'est ce que j'ai vu depuis 20 ans que j'y retourne, ce sont énormément de personnes âgées ou de SDF ou de petits jeunes qui essaient de gagner 2000 won, donc c'est vraiment pas beaucoup d'argent, pour juste se nourrir, et qui vont vendre des bouquets d'aromates, des paquets de mouchoirs. Donc là, en l'occurrence, dans la série, c'est des bouquets de fleurs. Et pour eux, c'est de l'argent. C'est pas rien non plus. Mais c'est ça qui est assez édifiant dans la série, c'est de voir entre les 46 milliards de won, donc ça fait 38 millions en euros à gagner, eh bien, il y a quelqu'un qui bataille jusqu'à minuit pour vendre une pauvre fleur. Et en fait, la Corée du Sud, c'est même pas de la fiction, c'est vraiment ça. Je l'ai vu de mes propres yeux, où, si je reprends la petite mamie, il y a un phénomène qui est apparu il y a quelques années qu'on appelle les Bacchus Lady. Ce sont en fait des femmes âgées, comme elles n'ont pas de pension de retraite, elles ne sont plus hébergées par leur propre famille, puisque maintenant l'un des symboles de réussite d'un couple, c'est de vivre dans un appart, dans un condominium, de vivre à deux, d'avoir un enfant, et c'est tout. Le schéma de la famille, du foyer, où on a 3 générations sous le même toit, n'existe plus. Eh bien, toutes ces personnes sont SDF et doivent gagner leur vie, même en ayant l'âge de la retraite, hein, et elles se prostituent. Et donc, moi, c'est la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça dit d'un pays quand on amène nos mamies à se prostituer? Moi, j'en parle en France parce que je pense que ça doit exister aussi, mais c'est pas connu. Mais c'est un véritable phénomène de société en Corée du Sud, et c'est là où je me dis, on ne tourne pas rond. On n'arrive pas à s'occuper en fait des dames âgées, à subvenir à leurs besoins pour qu'elles aillent jusqu'à se prostituer, avec évidemment tous les risques que ça engendre. Et à un moment donné, il y a une anecdote dans Squid Game qui parle d'un incident. Donc peut-être que certains ont fait quelques recherches, qui est cette fameuse grève qu'il y a eu en 2009. Donc dans la série, on voit, il y a quelques plans qui font référence à cette grève. Donc c'est la petite vignette d'en bas à gauche, où Guillaume se remémore qu'un de ses amis est mort battu par les policiers. C'est cette grève en janvier 2009, elle fait référence en fait au groupe, au conglomérat Sangyong, qui n'a pas réussi à éponger ses dettes. Et l'entreprise qui est citée dans Squid Game, c'est Double Dragon, qui est aussi en fait la traduction de la marque Sangyong dans la réalité. Et cette réalité, qui en fait rejoint la fiction dans la série, c'est quelque chose que les Coréens en fait connaissent très très bien. Et moi, quand j'entends parler de la série par des Occidentaux ou des Français, ils se disent: «Ah, c'est le nouveau Parasite, c'est la lutte des classes», et cetera. Mais je dis: «Mais en fait, c'est pas nouveau, la lutte des classes. Enfin, fallait pas attendre Parasite pour se rendre compte qu'il y avait une lutte des classes en Corée du Sud». Déjà, la Corée du Sud a produit beaucoup de fiction, de documentaires sur le sujet, mais nous-mêmes en France, on connaît cette lutte des fra en fait, je ne comprends pas que les gens
s'étonne, découvre quelque chose alors qu'on a eu Les Misérables, on a eu des récits de fiction depuis quelques siècles où on parle de toute façon de, en fait, ce rapport de force entre des personnes qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas, mais qui sont une force de travail, qui peuvent exploiter. Et du coup, je terminais ma slide là-dessus sur est-ce que Squid Game est une réelle démocratie, voire même une utopie? Est-ce qu'on arrive à vraiment des scènes de désespoir dans ce film? Là où je te rejoignais, Raphaël, sur le côté extrêmement nihiliste, c'est que les gens sont poussés à faire des choses extrêmement incroyables, extraordinaires, parce qu'elles sont dans un désespoir. Soit on les y pousse, soit parce que elles ont fait des mauvais choix à un moment donné. Mais je m'étais dit, ça me questionne parce que effectivement, on se dit la solidarité, ça pourrait être la clé pour s'en sortir. On nous dit que on est en train de faire en sorte qu'on donne l'égalité des chances à tout le monde, mais c'est pas vrai, on les fait. Et peut-être vous vous souvenez de ce passage dans la série où on a cette horrible mégère manipulatrice qui, en fait, ne trouve pas d'équipe dans laquelle s'intégrer. Et en fait, elle a eu de la chance parce que elle est considérée comme un maillon faible, mais elle n'a pas été tuée. Et ça, c'est quelque chose qui existe en réalité en Corée. Ce n'est pas un ressort dramaturgique de la série, c'est inspiré en fait d'un plat d'une variété de kimchi qui s'appelle le kakdugi, qui est en fait une sorte de kimchi d'un radis blanc coupé en petits cubes. Et c'est censé symboliser dans en fait les coutumes, les us et coutumes coréennes, que quelqu'un qui n'appartient à aucune équipe parce que le nombre en fait de personnes est impair, eh ben, c'est elle qui sera désignée pour être mise de côté volontairement. Et en général, on choisit la personne la plus faible ou la plus jeune du groupe. Ça, c'est quelque chose qui existe en réalité parce que pareil, il faut garder en tête que la Corée a subi en fait des grandes vagues de famine suite aux colonisations et aux, et aux exploitations diverses et variées, que le peuple coréen est mort de faim. Et donc, il y a des us et coutumes chez les Coréens qui paraissent extrêmement exotiques. Si on a le sori, c'est-à-dire qu'on autorise des enfants à voler de la nourriture. Et donc ça, c'est une des scènes dans The Host de Bong Joon-ho, pour ceux qui ont vu le film. Il y a deux petits SDF qui viennent au snack des protagonistes du film. Et ils se posent la question, est-ce qu'on leur vole de l'argent ou est-ce qu'on vole des nouilles? Et en fait, l'aîné dit au plus petit, eh ben, en fait, on va appliquer le soli, c'est-à-dire le droit à manger, parce que on a faim, donc on va plutôt voler de la nourriture que voler de l'argent. Et ben là, l'histoire du maillon faible dans la série Squid Game, c'est une réalité de la Corée, parce que la Corée est un pays qui a énormément souffert. Et c'est pour ça que je me suis posé mais énormément de questions sur cette histoire d'égalité des chances, parce qu'on se dit, bon ben voilà, ils créent un jeu de toutes pièces, mais l'égalité des chances n'est pas avérée. Et donc je m'étais dit, c'est encore plus sadique en fait. Je ne savais pas trop quoi penser à la fin de la série, parce qu'en plus j'étais hyper démoralisée. Mais je m'étais dit, c'est pire en fait que la réalité. Ce qui est aussi, je pense que vous l'avez peut-être vu comme ça aussi, un miroir de tout simplement ce qu'ils ont vécu en enfer dans le deuxième épisode. C'est que moi, ce que me montre la série, eh ben, c'est pas très très joyeux, mais c'est peut-être mieux que ce qu'on vit nous, en fait, en réel, en fait. C'est se faire croire que, ben, on a créé un système vertueux, et puis en fait qu'il l'est pas, et qu'on n'aura aucune démocratie, capable, de réinventer en fait un modèle où, bah, chacun peut s'épanouir, et moi je suis malheureusement fortement, convaincue que c'est impossible. Parce que nos sociétés ne peuvent bien fonctionner entre guillemets que si certains vont mal. Il faut que certains soient exploités malheureusement, parce qu'il y en a qui voudront jamais travailler, et qu'il faut qu'il y ait des personnes qui travaillent à leur place et qu'elles exploitent. Et quand on dit qu'il faudrait que tout le monde ait un emploi, que tout le monde ait un bon emploi et gagne bien sa vie,
Pour moi, ça, c'est la véritable utopie. Ça n'existera jamais. Si tout le monde gagne bien sa vie, à quoi bon, en fait, vouloir des produits pas chers, vouloir partir à l'étranger dans un pays où ça coûte pas bien cher aussi, parce que on fonctionne là-dessus. Moi, je regarde l'économie du tourisme, surtout en crise sanitaire. S'il y a des Occidentaux qui vont dans certaines destinations, c'est parce que c'est justement pas cher, justement parce que des gens se font exploiter là-bas, qu'on mange pas cher, qu'on a des produits pas chers et que si on dit qu'on va voir des jolis paysages, on va rencontrer des gens, mais notre comportement de touriste nourrit en fait l'exploitation globale. Hein. Et, ça me questionne parce que je me dis, en fait, en vrai, on sera incapable d'instaurer une société qui ira bien, en fait, pour tout le monde. C'est ça que je veux dire, pour tout le monde. Il faudra malheureusement qu'il y ait toujours des malheureux, euh, servis, exploités pour que certains d'autres soient heureux. Oui, tant qu'on reste dans le système dans lequel on vit. Oui, C'est le système néolibéral et capitaliste qui est fondé sur l'exploitation. Et tant que ce système-là perdure, effectivement, on ne peut pas sortir de cette logique que tu viens de décrire. Moi, je te renverrai presque sur une question quand tu parles de l'utopie de Squid Game. Pour moi, c'est une anti-utopie. Alors, je vais dire que c'est d'un point de vue. Alors, je connais bien tous les éléments que tu viens d'évoquer, du fait que je m'intéresse quand même voilà, à des éléments. Par exemple, on pourrait aussi évoquer la situation au Japon avec les petits vieux qui sont obligés de bosser aussi dans les petites super nuits ou ce genre de choses. Mais ça arrive aussi chez nous. C'est-à-dire que pour moi, Squid Game évoque la société coréenne, donc comme je disais tout à l'heure, dans ce côté le plus noir possible. Mais en même temps, les éléments que tu viens de présenter là sont des éléments qui touchent aussi tous les autres pays à un degré ou à un autre. Et que cette valeur universelle, du coup, moi je l'ai perçue dans cette soi-disant utopie de Squid Game, c'est simplement l'utopie capitaliste. C'est-à-dire qu'il y a une belle façade, et si tu passes dans les coulisses, dans l'arrière-cuisine de cette belle façade, c'est l'enfer. Et quand tu évoquais par exemple la scène du massacre de nuit, justement, c'est qu'à un moment, les promoteurs du jeu te disent aux joueurs, non mais nous on a un super système, c'est une véritable utopie, l'égalité des chances. Mais en réalité, il n'y a pas d'égalité des chances. Et que la scène du massacre de nuit est pour moi, hein, alors je peux me tromper effectivement dans l'analyse, mais c'est une manière de nous rappeler, non, les dés sont pipés. Et pour moi, si tu veux, toute la série, elle est construite sur le fait que les dés sont pipés dès le départ. Et peu importe que les types essaient de vendre une soi-disant utopie sur cette base d'équité, il n'y a pas du tout d'équité. Parce qu'ils sont juste là pour servir de chair à canon pour des jeux du cirque. Et que c'est ça. Et du coup, pour moi, peut-être que l'impact planétaire de Squid Game s'inscrit justement parce que, à un degré ou à un autre, le spectateur est touché par un élément, un événement dans la série qui fait ah ouais mais attends, d'une certaine manière, on est en train un peu de vivre ça aussi de notre côté. Parce que voilà. Alors, j'aimerais aussi rebondir sur ce que tu disais par rapport à la notion de lutte des classes. Que soi-disant des gens, effectivement, non pas soi-disant, c'est que des gens redécouvriraient la lutte des classes. Ça aussi, c'est un phénomène typique des sociétés néolibérales qui sont d'appauvrir en permanence la compréhension du monde. Et donc, par exemple, de nous faire focaliser, ce que je disais toujours, sur les événements, les éléments et les événements futiles. Par exemple, en France, c'est le foot. Le foot, tu l'as quasiment en première page, tu vois, des journaux. On est vraiment dans la futilité. Et, comment dire, pousser les gens vers la futilité, c'est éviter que les gens réfléchissent sur leurs conditions et sur la lutte des classes et sur ces événements-là. Pourquoi, par exemple, j'adore effectivement le cinéma coréen ou la série ou ce genre de choses, c'est parce que elle renvoie à des dimensions qui me touchent parce que ça nous concerne aussi. Donc, du coup, je dirais presque même combat, d'une certaine manière. Squid nous parle de choses. Alors, on pourrait peut-être évoquer le fait que la société sud-coréenne, aujourd'hui, est en avance dans ce modèle néolibéral extrêmement violent. Mais par exemple, en France, quand on voit la situation aujourd'hui, depuis le mouvement des Gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui, on est dans un système de mise en place de régime autoritaire.
qui Mm. n'est fondée que sur la répression. Mm. Et que peut-être que demain, dans 10 ans, dans 5 ans, peut-être que nos vieux à nous, nous-mêmes, quand on sera devenus vieux, on sera Mm. peut-être effectivement obligé de se prostituer parce qu'on ne pourra pas, parce qu'on n'aura pas de retraite, parce qu'on n'aura pas aucune aide. En tout cas, la Mm. logique des sociétés actuelles, quelles qu'elles soient, tant qu'elles sont fondées sur le modèle néolibéral, poussent vers des logiques qui sont, par exemple, les logiques qui sont déjà en place dans la société sud-coréenne. Mm. Et je dirais même que, par exemple, la société japonaise, à des degrés divers, fonctionne de la même manière que les choses que tu évoques aujourd'hui. Hein. Donc, et dernier petit point quand même à préciser, c'est que quand tu parlais des jeux, du fait qu'il y avait des jeux violents, non violents dans Squid Game, c'est pour ça que je parlais de variation par rapport à Battle Royale. C'est Mm. pour ça que pour moi, Squid Game vient enrichir en fait une tradition. Mm. Et j'aimerais juste, voilà, juste faire une petite note, c'est que par rapport à cette notion de Battle Royale, mon point de vue, c'est que la culture, la fiction asiatique, donc là je parle essentiellement, on va dire, de la Corée et du Japon, sont, comment dire, produisent des œuvres qui s'inscrivent dans les Battle Royale, qui sont pertinentes par rapport aux fictions occidentales qui ont singé en fait la logique de Battle Royale. Je cite par exemple un Hunger Game, Mhm. qui est vraiment à mourir de rire par rapport à cette logique de Battle Royale, puisque l'héroïne ne tue jamais personne. Mm. Ou quand elle le tue, c'est parce qu'il est vraiment méchant. Mm. Ou que Fortnite, c'est quand même juste une exploitation vidéoludique du phénomène de Battle Royale et que ça le désamorce complètement de toute Mm. notion sociale ou politique. Alors ça, j'en parle parce que c'est un peu un des sujets de l'exposition qu'on prépare avec les intergalactiques, mais c'est de montrer comment globalement la fiction et l'industrie culturelle de masse occidentale s'est approprié le Battle Royale dans des vues quand même purement mercantiles, en tout cas complètement désamorcées d'un point de vue politique, Mhm. et comment les fictions, au contraire asiatiques, continuent à creuser un sillon qui est vraiment de l'ordre de la critique sociale et politique. Là, je Mm. renverrai encore à Alice in Borderland parce que c'est une série qui est sortie récemment, qui fonctionne à peu près sur les mêmes codes et qui renvoie aussi à un portrait extrêmement sévère de la société japonaise, à travers tous les portraits des joueurs qu'on voit le long de la série, quoi. Donc voilà. Donc du coup, le paradoxe, je dirais, pour revenir sur le sujet de ce soir, c'est que pour moi, Squid Game s'inscrit dans un, comment dire, dans un patrimoine de fiction coréenne, de critique sociale, et qu'en même temps, elle est un peu victime de son succès. C'est-à-dire que derrière, la machine capitaliste, hop, se saisit tout de suite Mm. pour faire de l'argent, Ouais. notamment le coup d'Halloween, tu vois, avec les Mm. costumes, avec tout ce genre de choses. Et en même temps, tu vois des interviews de passants coréens qui expliquent qu'ils sont très très fiers d'avoir donc ce succès de Squid Game, comme s'il y avait voilà une reconnaissance aussi donc de ce fameux soft power coréen. Mm. Et donc il y a des ambivalences, il y a des choses assez étonnantes. Mais en tout cas, l'exemple Squid Game est typique. Et je pourrais en citer, moi, par exemple, plein d'autres exemples de fiction qui ont été comme ça des succès et qui sont aussitôt captés par la machine industrielle capitaliste pour exploiter le sillon et pour se faire de l'argent, quoi. Mm. Mm. Mais pour moi, en tout cas, ça, comment dire, ça ne gâte pas, ça ne gâche pas les Mm. qualités. Et là, tu viens de faire une superbe démonstration à travers donc la présentation, qui fait que pour moi, Squid Game est une œuvre extrêmement riche, qui pose énormément de questions, quoi, et qui quand même, je veux dire, nous touche, quoi. Donc voilà, quoi. Oui, moi, de toute façon, j'ai été aussi touchée par Squid Game, mais peut-être pas au même moment que toi. C'est juste qu'il y avait des fois où je me disais, en termes d'écriture, il y avait peut-être une facilité parce qu'on était dans un format où on lui a imposé de découper en 9 parties. Après, bon, les durées sont pas les mêmes entre chaque épisode, Oui. mais on savait qu'à la fin de l'épisode, il allait y avoir un cliffhanger, il fallait aller voir le prochain. Donc, en fait, c'est cette mécanique. Moi, j'ai toujours du mal avec la série, où j'aime aussi les petits formats où il n'y a pas beaucoup d'épisodes, parce que je ne veux pas rentrer dans cette logique en termes d'écriture. Pour moi, la vie, c'est pas des épisodes, même si on a des jours et des nuits, on se lève, on dort et on recommence une journée, etc. Donc ce sont des épisodes quotidiens, notre vie.
Mais je me dis, il y a une continuité où bah, il y a des accidents et c'est pas forcément à la fin d'un épisode, c'est ça que je veux dire. L'accident arrive en fait n'importe quand. Et des fois, j'aimerais retrouver dans des séries, surtout si on les récupère, que c'est un succès et qu'on veut en faire vraiment le flagship de la marque Netflix, c'est de dire, mais est-ce qu'on est allé jusqu'au bout des codes? Et de se dire, eh ben, on n'aura peut-être pas de cliffhanger à l'épisode 3. Et voilà quoi, ou partir complètement, ailleurs et c'est pour ça que moi je suis une fan de Lynch, de Twin Peaks, en l'occurrence. C'est parce qu'on n'est pas du tout dans cette logique-là en termes d'écriture et que les personnes qui aiment, qui veulent revoir et qui attendent avec impatience et cetera, savent que de toute façon, ils ne sauront jamais comment va finir le plan et quel va être le plan suivant. Et moi, c'est ce que je recherche aussi dans une industrie audiovisuelle, cinématographique, qui propose des contenus qui sont censés véhiculer quelque chose au-delà de l'aspect marchand. C'est de me dire, une vie est bien plus complexe que ça. Est-ce qu'on arrive dans un récit de fiction à restituer cette complexité, les, les petites variations, les petites choses qui font que, eh ben non, il n'y a pas un épisode cliffhanger et hop, rebelote, on repart sur un autre épisode, etc. Alors, Moi, je suis très exigeante là-dessus, en fait. C'est ça que j'attends toujours d'un film, d'un roman ou d'une série, c'est d'être surprise là où je ne m'y attends pas en fait en termes de récit ou en termes d'écriture. moi, je te dirais juste que par rapport à Squid Game, la qualité dépasse les défauts. Mm. Et donc, si tu veux, effectivement, les tics d'écriture typiques, comment dire, pour moi, ne font pas le poids par rapport à l'intérêt, si tu veux, qui est fourni par les questions posées par la série. D'autant que, par exemple, l'histoire du policier est complètement, on va dire, pratiquement anecdotique, si tu veux. Simplement, elle nous permet de découvrir l'envers du décor. Parce que là, par exemple, on a énormément parlé des joueurs, mais il y a aussi, par la vue du policier, on découvre l'envers du décor. Et donc l'organisation, effectivement, donc des différents, les carrés, les ronds, les triangles, toute cette organisation-là, qui est tout aussi totalitaire que par rapport aux joueurs. C'est-à-dire que, en fait, le policier nous permet de comprendre, son point de vue, hein, son regard, nous permet de comprendre que c'est l'enfer des deux côtés. Oui. Donc, du coup, pour moi, peu importe de savoir s'il disparaît, pas tu vois, ou qu'on découvre que c'est voilà, son frangin, etc. Pour moi, comment dire, ce défaut-là ne gâche pas la qualité qu'on découvre, si tu veux, dans la structure de la série. En plus, je ferais juste remarquer que cette série-là aurait été produite aux États-Unis, on aurait eu un jeu par épisode. Il y a une sorte de mécanique, si tu veux. Alors que là, franchement, rien que l'épisode 2 est une... Je veux dire, on fait comme un épisode avec un jeu et on sort du jeu dès le deuxième épisode. Donc, tu vois, je trouve que juste que cet élément-là fait déjà, comment dire, écrase les défauts, tu vois, du reste, parce que c'est déjà extrêmement innovant. Et puis, je voudrais faire un petit parallèle avec Snowpiercer de Bong Joon-ho. Pour moi, le film est génial. C'est une super adaptation par rapport à la BD qui est encore différente. Donc, Bong Joon-ho s'est approprié vraiment la BD pour produire quelque chose d'autre. J'ai essayé la série télé Riken et c'est l'enfer. Parce que il singe, si tu veux, les éléments emblématiques du film, notamment le fameux combat dans dans le wagon. Et ben que font les Américains dans la série? Ils le refont, ils le singent, si tu veux. Ils sont même pas capables d'inventer quelque chose. On singe quelque chose qui fonctionne. En plus, série américaine, je veux dire, la lutte des classes, elle est bien marrante. C'est-à-dire, quand tu compares les deux, tu vois bien effectivement où se trouve l'autocensure, où se trouvent les logiques. Et que quand une grosse production américaine te dit oh, on va faire un truc sur le transperce-neige, moi j'ai déjà rigolé doucement dès le départ. Et quand tu vois le résultat, là franchement c'est la franche rigolade. Parce que tu sais d'avance que tous les éléments qui faisaient le sel du transperce-neige
version coréenne Mm. sont complètement désamorcés dans la version américaine. Mm. Donc Squid Game, ils nous font un remake. Je peux te dire que c'est calibré un jeu par épisode. Voilà, voilà, c'est ça quoi. Et donc du coup voilà, dans le rapport de force, les qualités dépassent largement les défauts, les tics d'écriture. Mm. Surtout par rapport à tout ce que tu viens de dire, j'avais vu aussi, c'est que comme il a eu une pression au niveau de la réécriture, les fameux 6 mois pour les 2 premiers épisodes, on comprend bien qu'à un moment, effectivement, il a dû mettre de l'eau dans son vin. Mm. Que le fameux 1 an plus tard par rapport au petit vieux, hein, Mm. personnage quand même hyper important. Du coup, si tu fais abstraction de cette fin, le personnage a une autre dimension dans la série, parce que moi, elle a été complètement gâchée par la découverte, tu vois, finale. Et Ouais. pour moi, ça, c'est vraiment comment dire, c'est une concession par rapport à Netflix, par rapport à une logique de dire faut une ouverture, quoi. Pour ça que Mm. pour moi, je trouve pas ça pertinent du tout. Et que voilà, la pertinence du récit, elle s'arrête quand il rentre chez lui, quand il tombe sur sa mère, quoi. Et ça, c'est une vraie fin. Si tu veux, c'est une vraie fin cinématographique, parce que justement, alors, dans le cadre des productions coréennes, c'est pas, comment dire, c'est pas surprenant, mais en tout cas pour un occidental comme moi, de tomber sur une fin comme ça, hein, j'en vois pas tous les jours. Tu vois, Mm. et voilà, c'est là, waouh, Bon, moi ça m'a, franchement, elle m'a vraiment touché, on va être ce sur, retour à la. on va être sur 2 heures d'émission, du coup je pense qu'on va pas tarder à Ah s'arrêter. Sinon, bah, je rappelle, on t'a jusqu'à 1h du matin, on sait bien. bon. Est-ce que Non, vous... mais je suis content parce que c'est bien. Elle a aussi beaucoup, en fait, elle a adoré la série, honnêtement. T'as aimé la série par rapport aux Oui, j'ai questions aimé qui la sont série. posées. J'ai aimé la série, c'est juste que je suis très très exigeante sur l'écriture, voilà. Mais c'est vrai que l'épisode 2 est totalement inattendu. Et ça, c'était très fort de commencer Voilà. la série comme ça. Et du coup, bah, c'était tellement surprenant. Enfin, c'est un peu comme Breaking Bad. On ne sait pas pourquoi les plans s'étirent ou voilà, il se passe rien ou il se passe plein de trucs. Mais je me dis, si c'est comme ça, effectivement, toute la saison, ça va être génial. Et du coup, j'ai juste chouiné à l'épisode 6 parce qu'il est très fort d'un point de vue émotionnel. Mais Dans le renversement, voilà, du mais, rapport, le, hein. mais du coup, j'ai trouvé tout le reste extrêmement plat. En fait. Bon, Ouais, mais rien que 2 épisodes fabuleux sur 8 et demi, ça fait déjà beaucoup, mine de Mhm. rien. ok. Bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un sacré bon tour de la série. Et on en a bien Ah, il parlé. y a encore des gens qui nous écoutent? Bah, pas vraiment. On en a perdu un petit peu, on en a perdu, mais en plus c'est au début de la présentation de Célia, en fait, il y a eu un petit souci de son parce que vu que je devais faire très vite pour lancer Mhm. la présentation slide et faire Ah, beaucoup de multiplace. techniques, on a eu une petite coupure son, etc. Donc on a perdu quelques personnes à ce moment-là et après ça a été remis. Je suis désolé, mais j'arrivais pas à avoir les yeux un peu partout à la fois parce que je vais vraiment improviser cette nouvelle scène d'OBS. Voilà, donc j'en suis désolé, mais bon, on n'a pas perdu pas grand chose, hein, vraiment. Mais juste, je pense qu'il y a quelques personnes qui ont dit ah, on voit des slides, mais c'est muet, donc voilà. C'est Twitch, hein, ça Mhm. zappe, ça zappe. J'aimerais juste demander à Célia, il est possible que tu nous transmettes ton document ou pas? Ou ça t'embête ou pas? Oui, oui. Parce que je C'est l'ai juste trouvé en fait super bien. le truc qui. Enfin, comme j'ai la version en anglais de Discord, il me fait Your file is too powerful. Pourtant, il n'y a pas de vidéo. J'ai fait justement des gifs animés pour pas que ce soit lourd. Donc, j'ai fait des captures d'écran direct hier soir. Mais il y a rien de lourd en soi. C'est juste des photos. Donc, je trouve ça très bizarre qu'ils disent que le fichier Ouais, mais est Discord, trop c'est pas. lourd. Ouais, je pense que c'est pas trop l'idée de partage de fichiers trop, ouais, trop volumineux. Mais on pourra se l'envoyer Mm. par mail, on se fera un petit coucou Moi, par je mail. trouve la synthèse vraiment lumineuse. Donc, Non, elle est voilà. super, c'est Ah, super. Mais si. c'est super travail, Célia, Ouais, en plus. Vraiment, c'est Bah, un disons super qu'en boulot. fait, je pars toujours du principe que des gens déjà connaissent des noms, des choses qu'ils peuvent pas retenir parce que c'est, enfin, Guillaume, enfin, on n'a pas de prénom comme ça, ils savent pas comment ça s'écrit. Alors, ils ont peut-être pas forcément retenu son nom. Donc, c'est pour ça que je fais toujours des présentations pour que les gens arrivent à suivre ce qu'on dit parce que nous, on est à fond et on parle vite et tout. Et que les gens, bah, soit ils connaissent pas la série, soit ils l'ont vue, mais ils ont pas retenu comment les gens s'appelaient, où ça se passe.
quels sont vraiment les enjeux, et je préfère toujours accompagner de visuels pour que les gens puissent se remettre dans le bain et soient pas stressés en disant je comprends rien et décrochent du coup, parce que Ouais, mais ils savent pas à quoi on fait allusion en fait. c'est bien classe. Hop, Il avait fait aussi une présentation comme ça pour Poulkassari. Ouais, Pour oui, c'était cool. Bon, et ben moi je vous propose de s'arrêter là, il est 23h15. Bah oui, on a fait nos 2 heures, Et hein, oui, tout pour rond. manger. Ouais, oui, c'est vrai, j'ai faim. En plus, toi, t'es arrivé en courant, Célia, d'où tu venais. Bah, moi aussi, un peu. En plus, j'ai eu le chat, le lapin qui s'était mis en guerre derrière moi, donc c'était un peu compliqué à gérer. Enfin, sur le début d'émission, plus les questions techniques. Bref, ça a été vraiment le départ en trombe, mais c'était bien cool. Je vais remonter tout ça pour enlever justement ces petites parties, et puis qu'on entende moins le chat à un moment. Et pour ça, je pense que ça fera un beau document. Ça sera sur YouTube et en podcast, bien entendu, à terme. Voilou. Et ben, écoutez, merci Célia, merci Raphaël pour votre temps ce soir. Bah, merci, hein. Mais ça valait le Et coup. donc, le reste de ta semaine, Le reste de c'est ma quoi semaine, les c'est que je peux activités? regarde, on peut continuer à nous entendre et je peux changer l'image rapidement en mettant la programme hebdo. J'en ai pour une seconde. Le reste de la semaine, nous avons donc jeudi, je passe les Chroniques martiennes, adaptation américaine de 1980, téléfilm série en 3 parties, avec Rock Hudson. Donc ça, j'en passais un par jeudi à 20h30, donc je passerai ça. Et dimanche 5 Ah, je savais décembre... que t'as bien regardé Batman. Ah ouais? Vous allez voir lequel? Merde, Batman, alors je me rappelle jamais les titres des films avec Catwoman et le pingouin. Ah, c'est Batman le Et défi. Batman le défi. Ouais, Et voilà, il est c'est bien. la soirée panique. Ah bah Panic oui, Cross Coma. oui, c'est très bien ce qu'ils font. Et du coup, dimanche, eh ben, je passe The Mighty Gorga, un film cinébis bien nanar avec donc du singe géant. Voilà, je choisis ça parce que maintenant j'essaie de faire mes programmations la semaine. Lundi, c'est Radio Canu. Le mardi, c'est une discussion Twitch. Voilà, sur réponse compliquée à une question simple. La semaine prochaine, je reçois l'équipe de Monsieur Bobine pour parler de leur livre Les Sœurs Wachowski, Matrice d'un art social, que je me suis acheté, qu'il faut que je finisse rapidement. Ouais. Et le jeudi, je passerai à une séance ciné-club ou documentaire. Et le dimanche, ce sera une séance nanar, bis un peu légère, qui finira jamais trop tard. Voilà. D'accord. J'ai Et choisi. n'oublie pas, il y a une réunion aussi, hein. Oui, mais ça, c'est vendredi, c'est pour ça. Mais je fais rien le vendredi, samedi, ça sert à rien. De toute façon, on n'a jamais personne, c'est l'enfer. Et puis, j'ai d'autres choses à faire le vendredi, samedi. Donc, oui, je sais qu'on a une réunion. Je vais même faire le mail de rappel, monsieur Raphaël. Ce sera fait demain ou après-demain. De toute façon, on sera un petit peu, ça va être cool. Voilà, et ben on va faire un petit raid, tranquillou. J'ai déjà choisi parce que je préfère toujours. Merde, rien à voir. J'ai l'impression qu'il bouge les trucs parfois. On va aller chez Kitsch Norris qui fait une émission sur l'Union Européenne et le lobby, puis plan A, plan B. Donc oui, il regarde des documentaires ouais, sur le vote, etc. Donc on reste sur des questions citoyennes et politiques. Voilà. Et puis sa chaîne est très très sympa, donc ça me fait plaisir d'y aller. Attends, je l'écris mal par contre. Ah, c'est Klitsch, pas Kitsch. Ça c'est ma légère dyslexie qui ressort. Kitsch Norris. Merci encore Célia, merci encore Raphaël. Et on se revoit vite, vraiment. De toute façon, là je vais couper, on va faire le raid, on va se dire au revoir officiellement sur Discord. Et merci aux gens qui étaient là, j'espère que ça vous a plu. Faites un coucou à Kitsch en arrivant, ça fait toujours un peu... C'est sympa, ça fait la sympathie inter-chaîne Twitch. Allez, bonne soirée, je lance ça. Il y a toujours 10 secondes où on a l'air un peu bête. Voilà, allez-y. Allez, faites le raid juste pour faire... juste par soutien pour les intergalactiques, c'est cool. Hop, j'envoie. On est bon. Je me remets là de toute façon, je coupe le B2.